bonjour à tous. À 24 heures de l'ouverture du grand dialogue national, l'opinion publique est divisée sur les probabilités de réussite de ces assises nationales au regard de la formulation de ce dialogue entre la non prise en compte de certains préalables et la controverse autour des représentants des régions lors des consultations préparatoires des leaders politiques de l'opposition et la société civile sont montés au créneau pour dénoncer dans la presse le fait que des représentants de certaines régions du Cameroun soient en majorité des cadres du parti au pouvoir et des soutiens aux candidats du RDPC lors de la dernière élection présidentielle. Le choix de cette délégation laisse apparaître aux yeux de l'opposition des comportements anti-républicains qui risquent de compromettre la sérénité requise pour ce grand dialogue national. L'Œil du Sahel raconte dans ses colonnes comment le RDPC menace le grand dialogue de Paul Biya. Ce championnat des élites RDPC observé lors des consultations est perçu dans les colonnes de Mutation comme un piège tendu à Joseph Dione Ngouté, Premier ministre et chef d'orchestre du grand dialogue national. Mis au courant de la situation, le président de la République du Cameroun a instruit que la majorité des délégués attendus au grand dialogue national soit anglophones. C'est du moins ce que révèle The Guardian Post. D'autres journaux d'expression anglaise ont également fait écho des propositions récurrentes venant des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Parmi les préalables figurent en priorité l'amnistie pour les activistes anglophones, les garanties d'une participation effective des leaders séparatistes et les appels à une médiation neutre pour encadrer le dialogue sur la crise anglophone. Si le gouvernement reste silencieux sur les demandes d'amnistie générale, il a envoyé des invitations aux leaders séparatistes installés à l'étranger. Le porte-parole du grand dialogue national s'est même engagé à garantir la sécurité, mais certains leaders du mouvement séparatiste anglophone ont rejeté cette initiative du président de la République, estimant que les conditions d'un dialogue inclusif et sincère ne sont pas réunies. D'autres leaders politiques ont dénoncé la mise en place des thématiques et la création des commissions sans consensus préalable, alors que le grand dialogue national portera entre autres sur la décentralisation et le développement local. Le journal The Guardian Post constate que le sentiment anti-décentralisation prend de l'ampleur dans la région du Nord-Ouest. Le journal The Sun précise que les populations demandent la mise en place d'un système fédéral avec une rotation à la tête de la présidence de la République. Au regard de ces aspirations profondes des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le débat sur la forme de l'État est-il devenu la priorité lors de ce grand dialogue national à venir? Pourquoi certaines conditions préalables pour l'organisation efficace d'un dialogue national inclusif sont ignorées jusqu'ici? Comment construire une nation camerounaise, prospère et plus unie à travers ce grand dialogue national? Ces questions brûlantes d'actualité constituent l'ossature de droit de réponse réalisé et produit en direct de Yaoundé. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir à la lumière des analyses effectuées sur ce plateau. Et pour cette édition de droit de réponse réalisée en direct de Yaoundé, je reçois sur ce plateau Jean Takougan. Bonjour. Bonjour Cédric, et très heureux d'avoir été invité cette fois. D'habitude, c'est M. Guizogo qui m'a invité ici, vous ne m'invitez jamais. Bon, il fallait attendre le grand moment. Vous avez profité du grand dialogue pour renouer le dialogue avec vos anciens enseignants et vos anciens grands frères. Il faut Je crois que ça commence quand même bien. Droit de réponse, il vient pour la 3e fois. Vous échangez souvent avec Guizogo dans le cadre d'une autre émission. Je précise que vous êtes ministre du shadow cabinet du SDF, chargé de l'éducation, secrétaire national en charge des questions du bilinguisme au sein du SDF. Oui. Merci d'être avec nous ce dimanche en direct de Yaoundé. Tout le plaisir est le mien. Également présent sur ce plateau, Simon Meyanga. Bonjour. Bonjour Cédric Noufélé, je salue tous les téléspectateurs de Equinox TV, que je retrouve avec plaisir après beaucoup de temps. Je suis sûr que c'est la première fois que je partage un plateau avec vous. C'est tout un honneur de me faire venir sur ce plateau. Je crois que le jeu vaut la chandelle. Merci d'être avec nous ce dimanche. Vous êtes communicant du RDPC. Vous travaillez également à la direction des organes de presse du RDPC qui produit le journal L'Action. Merci d'être avec nous ce dimanche. Également présent sur ce plateau avec nous, David Eboutou. David, bonjour. Bonjour Cédric Noufélé. Bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs, puisqu'ils se comptent par milliers. C'est toujours un plaisir d'être à la maison, puisque je suis chez moi. Et
un grand honneur de jouer dans le meilleur des médias dans la sous-région Afrique centrale. Analyste politique et l'un des consultants également sur Equinox Télévision. Également présent sur ce plateau ce dimanche, Edmond Kambia. Edmond, bonjour. Bonjour Cédric Noufélé, je salue tous les copanélistes. Bien entendu, je dis bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices fidèles de cette émission. Vous êtes éditorialiste à la Nouvelle Expression, consultant sur Droit de Réponse. Nous sommes en direct de Yaoundé pour produire cette émission à quelques heures de l'ouverture du Grand Dialogue National. Et je commence avec vous, Jean Takougan, le SDF qui a posé des préalables. La délégation conduite par le premier vice-président national a rencontré le premier ministre chef d'orchestre de ce Grand Dialogue National. Nous sommes à quelques heures de l'ouverture de ce dialogue. Est-ce que les préalables du SDF ont été pris en compte à quelques heures de l'ouverture de ce Grand Dialogue National? Merci beaucoup, mais avant d'y arriver, j'annonce que je dédie ma présence ici ce jour à Levis Goaza, Feavo Fomuso, Nivelefo Afou, ces 3 enfants anglophones qui ont été extraits des salles de classe depuis 3 ans, qui ont été jugés au tribunal militaire et condamnés à 10 ans de prison ferme pour avoir reçu un SMS qui parlait de Boko Haram dans leur téléphone. Il y a un enseignant qui a arraché le téléphone, il est entré par effraction, a vu le message et au lieu de faire son travail d'éducation, il a amené l'enfant plutôt à la police et nous en sommes là. Donc depuis 3 ans, je me bats pour eux. Ça c'est exactement le jour où l'an passé, j'ai adressé encore une longue lettre à tous les candidats à l'élection présidentielle pour qu'ils en parlent. Pratiquement personne n'en a parlé. Aujourd'hui, c'est revenu comme souvenir sur ma page Facebook et j'ai pensé que cette fois, je confie le sort de tous ces enfants au peuple camerounais et à tous les participants au dialogue. Je reviens, je dois vous dire que, en fait, nous devons revenir un peu sur les mots. Lorsque nous sommes allés chez le Premier ministre, nous étions les premiers. Et le Premier ministre nous a invités. Et nous avons d'abord voulu préparer quelque chose avant d'aller. Puis nous nous sommes dit, mais nous préparons, nous savons qu'il nous appelle, pourquoi? Nous nous sommes dit, allons d'abord. On arrive, il nous dira pourquoi il nous appelle. Si nous voyons que nous pouvons lui répondre sur le champ, on répond. Si on voit qu'on va aller se préparer avant de venir, on va. Nous sommes arrivés, il nous a dit qu'il voulait nous demander de l'aider à bien organiser ce dialogue pour que cela ait un succès. Mais que c'est le président de la République qui l'a envoyé, qui organise. Donc, lorsque nous l'avons écouté, je n'entre pas dans les détails. Nous sommes des adultes, on ne dit pas tout. Nous lui avons dit, bon, d'accord. Vous allez dire à celui qui vous envoie que les Camerounais attendent un bon dialogue. Et ils pensent que pour avoir un bon dialogue national, il faudrait quelqu'un de neutre pour conduire. C'est le premier conseil. J'appelle ça conseil. Et non pas préalable que nous lui avons donné. Deuxième conseil, c'est qu'on ne peut pas faire le dialogue alors que les gens qui sont battus pour ce dialogue sont encore en prison. Parce qu'il y a des gens, les matchs au BBC, etc., tous les gens qui ont été arrêtés dans le cadre du problème anglophone. Après tout, il faut reconnaître que si on a convoqué ce dialogue, c'est grâce à eux. Donc, ils devraient être libérés pour assister au dialogue. Ensuite, en dehors il y a des gens qui ont pris des armes. Et pendant très longtemps, on a dit qu'on ne peut pas discuter. D'abord, la première question était que, est-ce qu'il y a un problème anglophone? Il n'y a pas de problème anglophone. Après, ça a évolué. Maintenant, il y a un problème anglophone, mais avec qui il faut discuter. En définitive, le président a dit, ça m'a plu, qu'il y aura les groupes armés. Et je me dis que la première chose qu'il fallait faire avec les groupes armés, c'est eux qui devraient être les premiers invités, parce que c'est eux qui posent les problèmes. N'est-ce pas? Il faut discuter avec son ennemi et non pas avec son ami. Quand vous discutez avec votre ami, vous parlez à vous-même. C'est une sorte de monologue dialogué. Et vous vous écoutez parler, vous vous entendez parler, vous admirez votre voix et à la fin, la situation est la même. Donc on aurait dû commencer par inviter les groupes armés en leur donnant toutes les garanties. C'est vrai que j'ai suivi que le journaliste M. Ewane a dit qu'il garantit. Il n'est ni ministre de la Défense, ni le président de la République, ni rien. Lui aussi a été choisi comme n'importe qui pour prendre part au dialogue. Donc il ne peut pas
mois en mois, me dire qu'il me garantit cette sécurité et je me mets en route. Nous ne l'avons pas fait. Bon, c'était des préalables. Jusqu'à présent, on n'a pas répondu à nos préalables. Puis, nous nous sommes dit, il faut quand même y aller. Je sais pourquoi vous avez parlé des préalables. Pourquoi? En 1992, pour répondre à l'appel de l'Union pour le changement, qui avait demandé qu'on n'aille pas aux élections législatives sans certaines conditions, nous avons, l'UDC et le SDF, nous avons respecté ces deux consignes. Lorsque M. Paul Biya a sorti 500 millions pour présenter à la télévision, à ceux qui voudraient bien aller à cette élection, les gens sont allés. Et après, on nous a transformés, que nous avons été achetés. C'est pour ça que nous ne sommes pas allés, parce que nous voulions à tout prix que M. Biya ait la majorité. Jusqu'à présent, les gens continuent à nous tenser. Les gens disent, si vous avez été là, vous aurez fait quelque chose. En 1997, nous avons boycotté la présidentielle. Tous les autres sont allés. Le Cameroun a marché sans nous. Cette fois, nous devons être là. Que ce soit bon ou que ce ne soit bon, nous serons là. Et c'est dans cette salle que nous verrons si ce n'est pas bon. Même si là-bas, le Cameroun n'appartient pas à quelqu'un plus qu'à d'autres. Parce qu'en fait, le consensus, le caractère consensuel de ce dialogue aurait dû commencer depuis le départ. On va en parler dans l'émission. Vous permettez maintenant que Edmond Kamgia puisse dire un mot, Edmond, sur la nouvelle expression et d'autres quotidiens qui sont revenus longuement sur les préoccupations de l'opposition, la société civile et d'autres leaders politiques sur les conditions préalables pour une organisation sereine d'un dialogue inclusif. Lorsque vous faites le constat aujourd'hui que les consultations préparatoires sont achevées, avez-vous le sentiment que le Premier ministre, coordonnateur de ce grand dialogue, a pris en compte les préalables qui ont été soulevés par les différents leaders d'opinion et autres partis politiques qui se sont succédés dans les services du Premier ministre? Le Premier ministre, chef du gouvernement, a reçu dans ce qu'on a appelé de larges consultations les personnalités politiques, les personnalités de la société civile, des personnalités anglophones du gouvernement, et parmi les personnalités que j'ai qualifiées de politiques, on a vu beaucoup plus de personnalités d'un parti politique, celui du pouvoir. Le RDPC a été majoritairement représenté. Pas seulement dans la catégorie dans laquelle elle était interpellée, c'est-à-dire que comme RDPC, mais on l'a vu à travers d'autres démembrements pendant ces larges consultations. Et il me semble que cela pose un problème et ça a suscité une véritable polémique, une controverse dans les médias écrits et audiovisuels. Ça, c'est la première chose qu'il faut constater. Il faut également dire qu'on n'a pas beaucoup vu d'autres acteurs que nous considérons comme directement concernés par la crise anglophone. Quand je dis des acteurs directement concernés, je pense par exemple aux sécessionnistes ou à leurs représentants. Parce que certes, les représentants de groupes armés n'ont pas pu arriver pour les raisons qu'évoquait tout à l'heure M. Jean Takougan. Il n'y a jamais eu une amnistie. On n'a pas pu convoquer de manière extraordinaire l'Assemblée, le Parlement, pour qu'il y ait une loi d'amnistie qui permette, n'est-ce pas, à ces sécessionnistes qui se retrouvent pour la plupart soit dans les forêts, soit dans la diaspora, pour qu'ils puissent venir de manière sereine participer à ces travaux. Je disais donc que cette dernière partie n'a pas été vue lors des larges consultations du Premier ministre, les sécessionnistes, que ce soit les groupes armés, que ce soit la branche politique. Et parlant de la branche politique justement, nous avons au Cameroun, dans nos prisons, un leader et tout son état-major. Je parle d'Ayoub Tabé Sissoukou et tous ses camarades qui ont été récemment condamnés. Je pense également à tous ceux qui, depuis fin 2016, ont été sur le terrain pour faire des revendications. Et notamment, et pour la plupart, Mancho BBC et tous ses camarades, ils sont plusieurs centaines qui sont encore en prison, qui sont encore détenus. On se demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris des mesures, on n'a pas pu régler des préalables pour que ces personnes directement concernées par la crise anglophone, parce que ce sont eux qui étaient au premier rang, on ne les a pas vus chez le Premier ministre. Et enfin, on n'a également pas vu les détenus politiques de la crise post-électorale. Nous pensons que ces deux catégories de personnalités, les détenus de la crise anglophone et les détenus de la crise post-électorale, s'ils avaient pu bénéficier d'un arrêt de poursuite ou s'ils avaient pu être libérés, nous pensons que les conditions dans lesquelles aurait pu s'ouvrir le 30 septembre, le grand dialogue national aurait été
plus apaisée et aurait amené la nation tout entière à ressentir un mouvement qui va dans le sens non seulement de l'apaisement, mais de la réconciliation et d'un dialogue sincère, véritable et durable. Nous pensons donc, pour terminer, qu'il y a eu un goût d'inachevé au terme des rencontres du Premier ministre chef du gouvernement. Un goût d'inachevé doublé d'une grosse suspicion qui a également fait l'objet de larges controverses dans la presse écrite et audiovisuelle. La question des perdièmes. Certains se sont plaints d'avoir reçu peu, d'autres estiment qu'ils n'ont pas du tout reçu de l'argent, mais il faut bien qu'on nous dise. Si cet argent est l'argent du transport, qu'on fasse le point, le bilan. Si c'était pour rembourser leur taxi ou leur transport, comme ça a été dit selon certaines sources, qu'on nous dise que voilà tel montant pour le taxi ou pour le transport. Mais s'il s'agissait d'autre chose, qui fait penser à ce qu'on appelle au Cameroun le gombo, il faut s'en inquiéter, véritablement. Sur la question des préalables, David Iboutou, vous avez observé également plusieurs formations politiques dont les leaders sont allés discuter avec le Premier ministre. Tout le monde, ou presque, s'accorde à demander la libération des personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone et des personnes également arrêtées dans le cadre de la crise post-électorale, mais aucune réaction officielle concernant ces préalables, alors que de l'autre côté, ce sont des personnalités en majeure partie venant du RDPC qui se sont bousculées dans les services du Premier ministre pour discuter pour ce grand dialogue national. Comment expliquer de telles attitudes ? D'abord, je souscris entièrement aux analyses qui viennent d'être faites par mes prédécesseurs, que ce soit Edmond ou le professeur Jean Takougan. Parce qu'à la réalité, c'est là où j'ai fait mienne l'expression de fin d'Edmond Kamgia, un goût d'inachevé. Parce que dites-vous très bien que, effectivement, ceux qui posent le problème ou la problématique des préalables aujourd'hui ont tout à fait raison. Parce que cela rentre même dans la logique de crédibilisation de ce qui va commencer demain. Il me semble que, et il faut le rappeler, le professeur l'a dit, il est important de dire aux uns et aux autres que cette crise anglophone, c'est la crise anglophone qui a conduit à ce que nous allons vivre demain. C'est-à-dire que tout ce que nous avons vu jusque-là défiler à l'écran, que ce soit les membres du parti au pouvoir, quelques membres du gouvernement, quelques associations, société civile et Téchera, on n'a pas ressenti ou alors vu ceux qui ont créé ce rapport de force. Parce que je suis polémologue de formation. C'est-à-dire que, dans le fond, c'est des gars qui ont imposé ce rapport de force-là. Et on voit très bien que le président Paul Biya, dont on n'arrache pas toujours les choses, comme ça, pour tout analyste sérieux, tout le monde sait que le président Paul Biya est quelqu'un dont on a souvent dit être maître de son temps, qui fonctionne à son rythme. Et donc, quand il en arrive à dire ouvertement qu'il a compris et qu'on va aujourd'hui à un dialogue national, il me semble que la part belle aurait été faite à ceux mêmes-là qui sont battus à ce qu'il y ait justement cette espèce d'épilogue-là. Et maintenant qu'on en arrive plutôt à voir une espèce de danse assez macabre autour d'un événement qui n'a même pas encore débuté, on se pose un certain nombre de questions. Est-ce qu'on se bat effectivement pour la même finalité? Oui, je suis d'accord quand on vous dit par exemple que les sécessionnistes, notamment les leaders qui sont dans les diasporas aujourd'hui, il n'y a pas un certain nombre de conditionnalités qui puissent leur permettre d'être là. Parmi ces conditionnalités-là, on vous dit par exemple qu'on n'a pas toujours annulé ou alors suspendu le mandat d'arrêt internationaux qui pèsent encore sur eux. Ça aurait été une mesure importante pour leur montrer qu'effectivement, en face, il y a de la bonne foi. Mais on pourrait dire que cela sont loin. Mais ici, qu'est-ce qu'on fait? Il me semble que parmi les acteurs qu'il y a ici et dont on aurait pu tendre la main, il y a effectivement Ayoub Tabé et ses compagnons. Il y a Mancho BBC, Général Ngalim, Penteres, qui sont des leaders de plusieurs centaines de jeunes qui sont en ce moment à la prison centrale de Konengi. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que parmi ces leaders-là, que ce soit Mancho ou Général Ngalim, ils ont commis des correspondances épistolaires il y a quelques semaines pour appeler au retour des classes en zone anglophone. C'était une forme de main tendue dont je me serais attendu, à titre individuel, que le gouvernement saisisse la main pour voir dans quelle mesure entamer quelques discussions avec ces leaders-là, et parce que eux, de plus en plus, ils se présentent comme des modérés. Et on a bien l'impression que si le gouvernement ne veut pas fléchir avec les radicalistes ou les radicaux, on peut déjà au moins commencer à ajouter quelques préalables en matière de discussion avec ceux qui, aujourd'hui, sont prédisposés à aller dans ces discussions-là. Donc, pour sortir, je dis,
effectivement, cela a sonné comme une mauvaise blague. Ce qu'on a vu à la télévision le long de la semaine, où les Camerounais sont allés jusqu'à reconnaître une catégorie de personnes qui ont été au début de cette crise anglophone, qui ont nargué les anglophones, qui ont sous-estimé la problématique anglophone. D'autres ont d'ailleurs revu la rhétorique, ont dénié la consonance crise anglophone et ont dit qu'il n'y a pas de problème anglophone. Sont allés jusqu'à dire qu'il fallait parler d'une crise au Cameroun, mais pas de crise anglophone, pas de problème anglophone. D'autres sont allés jusqu'à demander au président de ne pas discuter avec ces gens-là. On les a vus, on les connaît. D'autres, par leur incompétence, sont ceux-là même, et qui sont toujours là, sont ceux-là qu'on a vus au four et au moulin, ne pas résoudre ce problème-là, qui s'est enlisé au fil du temps, qui s'est envenimé, s'est crispé. Aujourd'hui, on en est à un chaos. Donc, il aurait été, à mon avis, et je rejoins les autres, important que pour crédibiliser ce processus qui va commencer demain, qu'on balise un certain nombre de conditionnalités qui aillent dans le sens, peut-être, de mettre de côté ces gens-là qui nous ont nargués, qui ont insulté le peuple anglophone, qui sont allés dans le sens d'envenimer la situation par leur ostentation, par leurs mots déplacés, et qui aujourd'hui s'approprient une initiative qui n'est pas la leur. Vous questionnez là le mode de représentation à ce dialogue national, alors que le président de la République a annoncé un grand dialogue ouvert à tous les Camerounais, Simon Meyanga. Pourquoi le RDPC veut confisquer ce grand dialogue national au regard des récriminations qui sont formulées ici? Je voudrais déjà lever une équivoque. Le RDPC n'organise pas le dialogue. Le RDPC veut être partie prenante à ce dialogue. Parce que vous l'aimiez ou pas, le RDPC est le parti majoritaire dans ce pays. Il est possible que dans cette position de parti majoritaire, lorsque les gouverneurs des régions forment les délégations, je précise qu'ils n'ont jamais reçu mandat ou injonction du RDPC pour permettre la surreprésentation du RDPC. Il est possible que dans les régions, parce que le RDPC est le parti majoritaire, qu'il soit toujours présent dans une délégation. Mais je dis que c'est un faux débat parce que c'est un débat qui est derrière nous. L'exacerber aujourd'hui, continuer à en parler aujourd'hui, je me demande quelle en est l'importance, quel est le but recherché. Peut-être faudrait-il penser que ceux qui continuent à acciper, j'allais dire ce fait divers, parce qu'il ne s'agissait que de consultation. Mais si le Premier ministre consulte seulement des personnalités... Non, ça n'a jamais été ça. Le sentiment je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi vous avez fermé les yeux sur la représentativité des autres formations politiques, la représentativité de tous les corps sociaux. Moi, j'ai vu les avocats, j'ai vu des journalistes, j'ai vu des Bayam Salam, j'ai vu des Bororo. Mais pourquoi est-ce que vous fermez les yeux par rapport à la composition de ces délégations-là pour parler du RDPC? Je dis que c'est un faux débat parce que ce n'était que des consultations et des propositions. Encore qu'il y a plusieurs canaux de propositions qui existent, qui n'étaient pas que des délégations constituées par les régions pour aller rencontrer le Premier ministre. Donc, j'ai vu un Premier ministre qui a reçu toutes les catégories sociales. Je pense qu'il faut évacuer ça. Les gens qui continuent à soutenir le fait que le RDPC veut noyauter le débat, ce sont ceux qui, il me semble, ma foi, veulent décrédibiliser le grand dialogue. On fait le procès du grand dialogue alors qu'il n'a pas commencé. J'ai suivi votre introduction tout à l'heure. Vous avez dit le président de la République a corrigé cet état des choses. C'est pour ça que je voulais dire à la suite de Edmond Kamga qu'il faut aller au-delà du constat. D'accord, le fait que le RDPC soit majorité dans les régions peut avoir influencé la constitution des délégations pour la consultation. Mais il y a une différence entre les délégations pour la consultation et les représentations et les invités effectifs au dialogue. Quelle devrait être la méthode? Quelle devrait être la méthode et vous-même, vous avez pour désigner, pour qu'on puisse savoir qui seront les représentants durant ce grand dialogue? De toute façon, le RDPC a été reçu comme parti politique. Il est parti dans une grande. Le RDPC n'a pas eu la main mise sur la constitution des délégations régionales qui sont venues en consultation chez le Premier ministre. Maintenant, vous avez dit, le président a corrigé. Mais il faut aller au-delà de ce constat que le RDPC était certainement majoritaire, ce que j'en doute. Le Premier ministre n'a même pas consulté que le RDPC, on ne peut pas le faire puisque le président dit dialogue inclusif. Toutes les Camerounaises et tous les Camerounais. Et moi, je suis étonné d'entendre un discours exclusif sur ce plateau.
pour certains, on aurait dû exclure tel, on n'aurait pas dû voir tel, on n'aurait pas dû voir tel. Non. Il s'agit d'un dialogue. Bon, vous avez suivi David tout à l'heure. Non, vous avez suivi David. Il y a certains visages qu'on aurait dû exclure parce qu'ils avaient une position antérieure. Et sauf il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Si je prends votre avis, vous avez dit à la tripartite, vous n'êtes pas parti et le Cameroun a été géré sans vous. Oui. Au grand dialogue, vous dites vous partez. Oui. Mais vous n'êtes pas imbécile. Vous avez changé d'avis. Donc c'est un on peut avoir... Nous étions à la tripartite du RDPC par rapport à ce qu'il nous étions à la tripartite. Parce qu'il y avait une ligne dure. Nous Ceux étions qui ont... Non, ceux qui ont dit... Je n'ai pas parlé de aux élections de 92. Ceux qui ont pris des positions à un moment donné n'ont pas pris des positions au nom du RDPC. La ligne du RDPC a toujours été claire. C'est pour ça que le RDPC a salué le message d'appel au dialogue du président de la République. Et le communiqué du secrétaire général du comité central est clair. Nous saluons cette annonce qui prend en compte notre préconisation. Ça, c'est la hiérarchie du RDPC. La préconisation du RDPC a toujours été quoi? Saisir la main tendue du président, discuter et aller au dialogue. Maintenant, il peut arriver que dans les rangs de... On a vu des extrémistes aussi ou là. Mais je suis quand même étonné. Je suis étonné de voir que on veuille poser des conditions, des conditionnalités. Non, c'est très... Non, on ne pose pas des conditions à un chef d'État. Il n'y a pas de conditionnalité. Je suis étonné que ces conditionnalités arrivent aujourd'hui de la bouche de ceux mêmes qui disaient dialogue sans condition. Souvenez-vous, au début de cette affaire, les gens disaient il faut un dialogue sans condition. Il faut un dialogue inclusif. Maintenant que le président dit ok, allons-y au dialogue, au-delà des revendications qu'il y a eu, au-delà des réponses qui ont été apportées, j'ai consulté moi-même des tas de personnes. Et tous les rapports qui me sont parvenus disent que les populations en ont assez. Les populations disent assez, il faut un retour à la normale. Le président dit, ok, allons-y dans le dialogue. Maintenant qu'on part au dialogue, des mêmes gens qui étaient des chantres dans l'appel au dialogue sans condition, je dis bien sans condition, et j'insiste sur un terme, en sont à poser aujourd'hui des préconditions, des préalables. Il faut libérer tel, il faut faire tel. Je vois même qu'on tient un langage angélique par rapport à ceux qui sont derrière des mutilations que j'ai vues. Des internats ont brûlé, des hôpitaux ont brûlé. Ça, c'est devenu aujourd'hui, au nom du dialogue, des anges. Aucun mot sur des morts. Aucun mot sur des gens qui sont morts du fait de ces gens-là, de ces extrémistes-là, de ces terroristes. Aucun mot. Aujourd'hui, c'est devenu des enfants de cœur et ceux qui appellent au dialogue, ça, encore que le président allait au-delà. Il a tendu la main, il a dit les groupes armés. Quand un chef de l'État parle, c'est comme Dieu qui parle. Oui, je vous le dis. Quand le président dit je tends encore la main. Les centres de réinsertion et de démobilisation sont là. Ceux qui déposent les armes, ils n'ont rien à craindre. On m'a dit, je suivais hier une information qui me disait qu'il y en a déjà 300 qui sont là. Alors, pour la première fois, on appelle à la table des négociations des groupes armés. On n'avait pas vu ça dans ce pays. Le président est allé trop loin. C'est l'occasion de prendre le président au mot. Moi, je suis Ewane. Vous avez tenté de... Georges Ewane, qui est le porte-parole du Grand Dialogue National, désigné. Je ne suis pas sûr qu'à ce niveau de responsabilité, on peut s'amuser à prendre la parole et à faire des déclarations en l'air. Bon, vous avez tenté de dénier le pouvoir de parole et de véracité de ce qu'il dit. Il dit, aucun sécessionniste, aucun responsable de groupe armé, s'il vient au dialogue à Yaoundé, ne sera inquiété. Je voudrais mettre entre parenthèses le fait que, pour la plupart, certains ne sont même plus camerounais. On sait, vous le savez, ils ont d'autres nationalités. Mais ne les prenez pas comme des enfants. C'est des gens qui ont fait des problèmes. Et c'est pour ça que je dis au président, je suis d'accord avec le président, qui n'a pas fermé totalement la porte au pardon. Mais qui ne voudrait pas que ce soit du chantage, qui ne voudrait pas que ce soit de la surenchère. Le président dit, ok, on ne peut pas. Oui, vous avez été plus long que moi. Et vous m'avez coupé. Allez-y, Simon. Le chef de l'État a dit, ok, nous sommes tous pour le respect de l'état de droit. La consolidation de l'état de droit, c'est il faut commencer par respecter la règle de droit. D'accord. Maintenant, on ne peut pas piller, tuer, assassiner, etc. sur la base du fait que, parce qu'il y aurait un éventuel dialogue, on va vous le dire. Alors, très bien. Le président dit ça. Votre position, maintenant, il dit, elle est comprise. S'il vous plaît. Elle est comprise. Vous estimez qu'il y a une surenchère politique de la part de certains groupes armés et l'opposition concernant ce dialogue. Jean Takougan. Je vais d'abord commencer par une petite mise en ordre. Quand on veut organiser un dialogue, lorsqu'il y a eu 2000 morts,
lorsque nous avons perdu tout ce que nous avons perdu. Il ne faut pas que quelqu'un, fût-il le président de la République, présente ça comme une faveur pour que les gens se mettent à ses genoux, comme il faisait, s'il vous plaît, comme il faisait pour nous faire plaisir. Parce que, normalement, on aurait dû commencer par le dialogue et économiser tous ces morts et toutes ces destructions inutiles. Or, maintenant, je peux terminer, non? Maintenant, je me rends compte, à un moment, il y a deux expressions françaises. Une que je n'aime pas, et l'autre qui est assez proche, mais qui rentre dans un compromis. Quand quelqu'un vous dit c'est de bonne guerre, ça me fait très mal. Il n'y a pas de bonne guerre. Il n'y a pas de mauvaise dialogue. Personne n'a jamais gagné une guerre. Vous avez parlé tout à l'heure. Gagner une guerre veut dire que vous n'avez perdu personne, rien n'a été détruit. Mais il y a l'autre expression de guerre lasse. Il semble que nous sommes arrivés au dialogue, pas de gaieté de cœur, mais de guerre lasse. Ça, vous ne pouvez pas dire Or, ça. quand j'ai entendu quelqu'un dire que nous avons demandé un dialogue sans condition, c'est vrai, nous avons demandé sans condition, mais la condition devenait, nous disions que le président de la République, qui lui donne le dialogue quand il veut, à son temps, au moins il va donner le dialogue, qu'il ne nous dise pas que les tels et les tels et les tels ne seront pas là. Ça ne voulait pas dire que c'est nous qui ne devrions pas lui donner les conditions pour l'organisation d'un bon dialogue. Ah bon? Oui, nous voulons dire que lui ne devrait pas donner des conditions pour exclure les autres. Mais vous pouvez... Il y a le docteur Eboutou. Tu as dit tout à l'heure que lui, il a dit qu'il fallait exclure certaines personnes. Je suis sérieux, je vous pose une question. Quand je vois le Premier ministre recevoir le président de l'Assemblée nationale, qui a freiné des 4 fers pendant plusieurs sessions, pour qu'on ne mette pas le problème anglophone dans son assemblée et qu'on en discute. On l'appelle pour le consulter pour qu'il dise quoi? Le SG a bloqué l'assemblée avec les vuvuzelas, avec tout. Ils n'ont jamais accepté qu'on mette le problème anglophone. Or, presque tous les parlements du monde ont discuté du problème anglophone, sauf le parlement camerounais. Moi, je croyais que même avant d'arriver à ce dialogue, on aurait dû convoquer le parlement en congrès. Que tout le parlement discute d'abord, jusqu'à ce que le président ait les recommandations du parlement des deux côtés. Qu'il ajoute sur les recommandations qu'il a depuis 1979, le président. Quand le président Aïdjo les a envoyés sur le terrain, ils étaient 15. Ils sont tous morts, il ne reste que lui, Aboué Machoui et Dorothy Ndjema, et le président de la République a les recommandations de ce moment-là. C'est lui qui était sur le terrain pour examiner, il est rentré, lui, reconnaître qu'il y avait un problème anglophone qu'on devrait résoudre depuis ce temps-là. Mais quand il est venu, au lieu de le résoudre, il a plutôt aggravé. Donc, on n'a pas préparé ce dialogue avec convivialité et de façon consensuelle. Même les commissions, on a fait les commissions avec qui? Il y a un parti qui se lève, qui vous dit que je prépare comme ça, je fais ceci, vous viendrez, vous ferez ceci. On prépare le dialogue. Les thématiques des commissions ont été mises en place sur la base des objectifs évoqués dans le discours du président de la République le 10 septembre. Oui, mais ce n'est pas seulement le président de la République lui seul. Il devrait discuter avec les autres qu'il a consultés. Pourquoi mettre, par exemple, quand je regarde les commissions, peut-être qu'on va revenir là-dessus, moi je vois c'est des conditions, des choses qui existent déjà. La commission sur le bilinguisme. Lorsque vous prenez, il y a une grande circulaire que le premier ministre Sadou Ayatou avait sorti depuis 1991 qui donnait tout sur le bilinguisme et qui disait qu'on ne peut pas signer un acte sans que cela ait été présenté dans les deux langues. L'article 6 disait qu'on ne peut pas ratifier une convention ou un traité et l'opposer au Camerounais sans que cela ait été traduit auparavant. Or, cette affaire a commencé par la traduction de l'OADA. Ça veut dire qu'on revient maintenant sur le système éducatif. Il y a eu les états généraux de 1994. On n'a jamais appliqué les résolutions. Il y a la loi d'orientation. Donc, on revient pratiquement sur la même chose. Est-ce que, Cédric, tu crois que, sérieusement, vous pouvez lire tout ce qu'on a présenté au Premier ministre là, synthétiser, vous asseoir et préparer les commissions, et on en finit en 5 jours. Lorsque je sais qu'il y a un qui a présenté un mémorandum de 400 pages, sauf si on lit à l'oblique. Parce que on devrait préparer la convivialité qui prépare la confiance, avec la consensualité depuis. Parce que là, on donne l'impression aux gens
que nous avons affaire Mais à sinon, mais il estime qu'on peut aller au dialogue et que la question de la libération des personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de la crise anglophone peut être réglée après. Non, que les gens peuvent d'abord aller discuter. Non, mais attendez, c'est justement pour ça que nous y allons. C'est pour ça que nous y allons. Peut-être qu'à la fin, dans les résolutions, pendant le dialogue, on l'aura amené à comprendre que dans les résolutions du dialogue, on va dire qu'on les libère. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire un procès d'intention au grand dialogue national. Sinon, on n'y va pas. Parce que à la tripartite, il n'y avait pas un point sur la réforme constitutionnelle. Oui. On est arrivé là-dedans, on a obligé les gens à arriver à la réforme constitutionnelle. Edmond Kambi assure c'est pour ça qu'il faut Edmond Kambi assure la participation des groupes armés. Il y a eu des invitations qui ont été envoyées à certains leaders de ces groupes armés installés en Europe et aux États-Unis, et ils ont réagi rejetant l'initiative du président de la République, invoquant l'absence de garanties juridiques claires pouvant permettre leur déplacement au Cameroun de pouvoir exposer leur perception de la crise anglophone. Comment appréciez-vous ce problème qui est majeur et important pour la tenue de ce grand dialogue national? Cédric, je vais répondre à cette question. Je vais te remettre. Cédric, je lui demande une minute, je vais lui remettre à mon temps d'antenne. J'ai peur qu'il y ait deux groupes de sécessionnistes qui existent. J'ai peur qu'il y ait de bons sécessionnistes et de mauvais. Parce qu'à un moment, j'avais appris, les Camerounais n'étaient pas au courant, on a appris en l'air qu'on discutait déjà avec un groupe de sécessionnistes en Suisse. Alors ce groupe-là avait été choisi comment? Bon. Ok. Oui, Cédric Noufélé, je vais répondre à cette question, mais je vais dire un mot par rapport à ce que Meyanga a dit, qui pourrait choquer beaucoup de téléspectateurs qui nous écoutent. Il a dit que lorsque Paul Biya parle, c'est comme si c'est Dieu qui parle. Oui, à l'échelle d'un pays. Je vous en prie. Vous pouvez choquer les convictions de beaucoup de Camerounais. Je le dis, et même de non-Camerounais. C'est le président de la République. Parce que Paul Biya est chef d'État, président de la République, mais il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu, tout simplement parce que Dieu, c'est autre chose. Je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit que vous permettez que Non, vous avez dit, c'est comme si c'était Dieu qui parle. Oui. J'ai dit, même cette allusion est mauvaise. Elle est mauvaise parce que pour le chrétien que je suis, comme le sont beaucoup d'autres personnes, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Puis, celui que vous comparez à Dieu ne fait pas ce que Dieu fait pour les hommes. Les garanties et les préalables que nous avons soulignés ici, si c'est Dieu qui doit répondre à ces doléances-là, il les fait tout de suite. Parce qu'il veut le bien de sa créature. Tout simplement parce que Dieu est amour. Ça, c'était juste une parenthèse importante pour éviter des allusions malsaines. Maintenant, sur la question de fond, M. Cédric Noufélé, il faut dire que ces garanties étaient essentielles pour l'arrivée au Cameroun de beaucoup de Camerounais qui se retrouvent aujourd'hui dans la diaspora, et même pour les représentants des groupes armés sécessionnistes qui se retrouvent de part et d'autre du Cameroun, et notamment dans les forêts. Ils ne peuvent légitimement pas venir ici à Yaoundé, tout simplement parce que la parole seule du chef de l'État ne suffit pas à leur garantir la sécurité. Pourquoi est-ce qu'elle ne garantit pas la sécurité? D'abord, je réponds en tant que juriste. Le seul document, le seul texte qui leur garantit la sécurité, c'est l'amnistie. Il faut une amnistie générale pour tous ces gens-là, pour toutes ces personnes. Que ce soit clair. Et ce sont les élus qui doivent voter cela. C'est-à-dire au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est ce que prévoit le droit. Ça, je parle en tant que juriste. Maintenant, s'il faut avancer comme citoyen, analyste politique, c'est ceux-là qui auraient reçu leurs invitations par les réseaux sociaux, comme beaucoup d'autres, ne peuvent également pas venir à ce dialogue. Parce que pour diverses raisons, leur tête est mise à prix. Tout le monde le sait. Il y a des mandats d'arrêt internationaux qui pèsent sur leur tête. Parce qu'ils n'ont rien fait. Vous voyez, vous m'interrompez, j'ajuste juste un peu dans ton vin. Non, mais vous confirmez en réalité. Je vous en prie, aide-moi la parole. Monsieur Meyanga est en train de nous confirmer en Mondovision que les représentants des groupes armés et les membres de la diaspora proches ou commanditaires des sécessionnistes ont été piégés s'ils arrivent au Cameroun dans les conditions actuelles. Ça là, je n'ai jamais dit. Non,
C'est ce qui Non, découle je ne l'ai jamais dit, Kamga. Retirez votre analyse. C'est pour cela que j'ai répondu en tant que juriste. Mettez-vous à la position d'un consultant. C'est ce que j'ai dit. Je continue à vous dire, un consultant. C'est pour ça que je parle du droit d'abord. D'obédience Ensuite, la politique. impartiale. Je suis impartial, monsieur. Non, vous ne l'êtes pas. Je regrette, vous ne l'êtes pas. Je vous en prie, permettez à Edmond de pouvoir exprimer son Continuez. analyse. Vous permettez? Allez-y. Mais je vous dis, J'ai démontré juridiquement Je qu'il vous n'est pas dis, interdit au Cameroun. je vous dis, Edmond a la parole. un Vous allez réagir. consultant est d'obédience impartiale. Je vous en prie, Edmond déroule son analyse en toute impartialité. Edmond, allez-y, ça, donnez votre point de entre guillemets. vue sur les questions d'actualité. Allez-y. J'ai dit, et je le répète, juridiquement, les représentants des groupes armés, militaires, groupes armés, bandes armées, comme leurs représentants politiques, ne peuvent pas participer à ce débat pour ne pas subir, parce qu'ils risquent de subir le même sort qu'Ayoub Tabé et ses compagnons. C'est tout à fait clair. Les conditions Je dis n'étaient pas les mêmes. juridiquement parlant. Les conditions n'étaient pas les mêmes. La garantie, c'est ce que j'ai déjà dit. C'est une amnistie. Un consultant impartial Je vous en prie. observe que les conditions d'arrestation d'Ayoub Tabé et ses compatriotes et ses collègues n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Monsieur Meyenga, si vous permettez, Je vous en si vous prie, permettez, permettez à Edmond d'aller jusqu'au bout. Alors, vous voulez- Edmond Kamga, si au-delà de la garantie sur la nécessité d'une loi d'amnistie générale Absolument. en faveur, il y a au sein du RDPC ceux qui estiment qu'on peut aller à ce dialogue alors que ces personnes sont en prison. Ils peuvent envoyer d'autres représentants pour pouvoir discuter durant ces assises nationales. si les groupes armés peuvent envoyer d'autres représentants au pays, je ne sais pas si c'est le sens de votre question. Tout à fait. Mais Le représentant est plénipotentiaire. Il est plénipotentiaire. N'oubliez pas, quand un représentant a un débat, Il est a une plénipotentiaire. rencontre, doit être plénipotentiaire. C'est-à-dire qu'il a les pleins pouvoirs. C'est-à-dire que si celui qui l'envoie peut être arrêté, lui aussi peut être arrêté. N'oubliez pas les conditions dans lesquelles il y a eu des premières négociations entre le consortium, les représentants du consortium et les représentants du gouvernement. Rappelez-vous les conditions dans lesquelles Agbobala, Fontem Neba et les autres ont été arrêtés parce que pendant les négociations, ils ne se sont pas entendus sur certains points, ils ont été arrêtés. Il a fallu une forte pression de la société civile camerounaise, des partis politiques, notamment de l'opposition, une médiatisation au niveau du lobby international pour que Agbobala puisse être libéré. Vous voulez que ceux-là, dont les mandats d'arrêt courts, ne sont pas suspendus, pour lesquels il n'y a aucune amnistie générale, viennent à Yaoundé participer à ce débat. Mais je vous dis, ils seront arrêtés. Je parle en tant que juriste, j'insiste là-dessus. Juriste internationaliste. Je voudrais qu'on m'apporte la preuve du contraire qu'ils ne seront pas arrêtés. La parole seule ne suffit pas. Je vais démontrer en tant que citoyen pourquoi la parole de Paul Biya ne suffit plus. On a eu, dans ce pays, en 2018 et en 2019, on a annoncé la CAN 2019 qui a glissé. Ce sont les termes du chef de l'État. Pourquoi est-ce que cette CAN a glissé? Le chef de l'État avait donné sa parole sacrée. Là, je parle en tant qu'Africain. La parole du chef de l'État est sacrée. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Sa parole est sacrée. Mais ceux qui étaient censés sacraliser, concrétiser la sacralisation de la parole du chef de l'État, l'ont trompé. Voyez-vous, le chef de l'État avait dit, nous serons prêts le jour dit. Le jour dit n'est jamais arrivé. Et vous voulez que les sécessionnistes viennent à Yaoundé vivre la même situation du jour dit qui n'est jamais le jour dit? Nous sommes à quelques heures de ce grand dialogue national majeur pour la sortie de la crise au Cameroun. David Eboutou, la participation des groupes armés séparatistes à ce dialogue est un enjeu capital pour la réussite de l'événement. Seulement, il y a eu plusieurs réactions de ces groupes armés séparatistes, de certains leaders qui estiment qu'il y a absence de garantie. D'autres ont déclaré au chef supérieur du département du FACO dans le sud-ouest qu'ils vont, dans un premier temps, participer à travers une vidéoconférence, estimant aussi que les garanties sont loin d'être réunies. Comment expliquer que durant cette période de consultation préparatoire, de telles garanties n'aient pas été données à ces leaders des groupes armés séparatistes? C'est tout à fait étonnant. C'est ce qui me permet d'abord de faire une reprécision à l'endroit de M. Meyenga. Non, M. Meyenga, vous savez, les sécessionnistes ne sont pas seulement d'un seul camp. Ou alors les extrémistes ne sont pas d'un seul camp uniquement. Vous savez, cette crise à laquelle aujourd'hui nous sommes en train de spéculer et dont on est en train de chercher les issues
et dont l'initiative finale pourrait nous aider à en sortir demain, est née du fait qu'il y a des individus à un moment qui ont été appelés à trouver des solutions à cette crise-là, qui n'en était pas une crise au départ, elle était corporatiste. Et il y a des individus qui frappaient du sceau du décret du chef de l'État, qui étaient au front, qui devaient discuter avec quelques entités, les enseignants, les avocats, et par leur arrogance, par leur ostentation, par leur extrémisme et leur radicalisme, ont contribué à envenimer la situation. On en est là, il faut le rappeler. Donc, ces gens-là, comment on va les appeler? Certains camarades de votre parti les appellent les faucons. Ils sont encore là. Et certains, on les a vus à la télévision comme étant partie prenante de ceux qui doivent nous dire ce qu'on devra faire pendant ce dialogue. Et à côté, je voudrais faire une seconde et dernière précision, c'est que partout où les dialogues ont été organisés dans le monde entier, M. Meyanga, il y a toujours eu des préalables. Même ici, à côté, en RDC, en République démocratique du Congo, il y a eu des préalables. Rappelez-vous là-bas, M. Meyanga, l'opposition, la société civile a exigé qu'on impose un facilitateur, qui a été finalement l'ancien premier ministre togolais, hein, comment on l'a appelé, Edem Kodjo, qui a été désigné finalement facilitateur de ce grand dialogue national. Ils ont appelé ça dialogue national également. Par la suite, par les pressions et les préalables que le peuple exigeait de ce côté-là, on en est arrivé à nommer une commodération. D'un côté, un modérateur venu qui représentait la mouvance présidentielle, qui était M. Alex Tamboué, qui était alors ministre de la Justice. Et de l'autre côté, on a vu Vital Kamerhe qui représentait la mouvance de l'opposition. Donc, c'était des préalables. Et parmi ces préalables-là qui ont été finalement respectés, il y a eu, au sortir de cela, des exigences comme quoi le président ne devrait plus se représenter, etc. Et la suite, on connaît. Donc, partout dans le monde entier où il y a eu un dialogue national qui a été pensé, organisé, entrepris, il y a eu des préalables. Donnez le mot qu'il faut, conditionnalité ou pas, mais il y a toujours eu des avant, des prémices ou alors des prologues. Maintenant, pour répondre à votre question, oui, c'est surprenant, monsieur Sédhic Noufelé, qu'aujourd'hui, on ne se soit pas appuyé sur des garanties. On en est à croire que c'est de l'amusement. Et je crois d'ailleurs que c'est cela qui a motivé la sortie de la plupart de ces leaders sécessionnistes à Montreux, du 20 au 22 septembre dernier, dans une commune suisse, où ils ont produit un communiqué final dans lequel ils se dissociaient de toute initiative au dialogue national. Ils rappelaient dans ce communiqué final qu'ils n'avaient pas été associés, qu'ils n'avaient pas été contactés et qu'ils avaient même contacté une ONG suisse qui aurait pu leur transmettre un certain nombre d'avis du gouvernement et que par conséquent, ils appelaient leurs combattants sur le terrain à continuer la lutte. Le communiqué là, il existe. Ça s'est passé du 20 au 22 septembre dernier à Montreux. Et tous ces gars-là, dont on dit être extrémistes aujourd'hui, les Akwanga et autres, tous ont signé, manuscrit. Ce communiqué-là, vous l'avez. Donc, je pense effectivement qu'il faut sortir de ce saupoudrage ou ce vernissage qui veut laisser penser que ce qui va commencer demain est une blague. Non, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Et je puis vous dire qu'au sortir de ces 5 jours, si effectivement on en sort et qu'on retombe effectivement dans les mêmes méandres, le président de la République sortira par la plus mauvaise des portes. Il est important qu'on s'arrête et qu'on aide ceux qui ont décidé de ce dialogue national-là à avoir tous les outils qui peuvent crédibiliser les mesures qui en sortiraient. Parce que si effectivement on en sort sans ces mesures-là, vous imaginez, on retombera dans les mêmes débats où on dira c'est parce qu'il n'y a pas eu de préalable, il n'y a pas eu de conditionnalité, etc. Et on sera là dans un cycle interminable. Donc, la question des garanties a toute sa place et à moins de 24 heures de ce grand dialogue national, il me semble que beaucoup de choses peuvent encore être rattrapées par la seule volonté de ceux qui en ont aujourd'hui les moyens de le faire. Le chef de l'État, son équipe, le Premier ministre, etc. Alors, l'amnistie générale, la libération des prisonniers arrêtés dans le cadre de la crise anglophone, les garanties de participation des leaders des groupes armés séparatistes. Simon Meyanga, pourquoi ces préalables sont ignorés jusqu'ici, alors que d'aucuns estiment qu'ils ont une importance visant à crédibiliser le processus de dialogue et garantir la participation des acteurs de la crise anglophone à ce dialogue à Yaoundé? Je voudrais d'abord préciser. Le constat que je fais, c'est que, je l'ai déjà dit, ceux qui parlaient de dialogue sans condition en sont à poser des conditions et des conditionnalités. 1. Deuxième constat, on a l'impression que
le simple fait que le président ait appelé donc à ce dialogue est un problème pour certains. Pourquoi? Je ne sais pas, il faut aller leur demander. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas donner la chance à ce dialogue. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas donner la chance de succès à ce dialogue. Il faut lui trouver tous les préalables, il faut lui trouver tous les qualificatifs. Il est mauvais, quelqu'un même dit c'est un mauvais dialogue. Simon, et il n'y a pas de bon ou de mauvais dialogue. Cette formulation de dialogue, telle qu'elle est faite, et depuis que ce dialogue a été annoncé le 10 septembre par le président de la République, la formulation orchestrée par le Premier ministre, pour vous, elle répond à vos attentes? Je dis oui. Encore que ce dialogue-là, tel qu'il se présente aujourd'hui, n'est pas le début du dialogue sur la question anglophone. Permettez que je vous dise ça. Combien de fois les membres du gouvernement sont-ils allés au nord-ouest, au sud-ouest, discuter? Rappelez-vous, c'était corporatiste, comme il a dit David Eboutou. Il y avait 11 conditions, 12 conditions, 13 conditions. Les mêmes conditions qui ont été posées, corporatistes, revendications, les réponses ont été apportées par le gouvernement sur la base d'un dialogue. Peut-être pas sous la forme de celui qui commence à Yaoundé lundi, mais c'était des discussions en salle. Jean Takougan, vous le savez. Donc, il y a eu que le gouvernement a lâché du lest sur toutes les conditionnalités, sauf une. Laquelle? Sauf une, sur la forme de l'État. Et pourquoi le président de la République l'a dit, le Cameroun restera un et indivisible. Et le président l'a dit, parce qu'il a prêté serment sur la Constitution. Le président l'a dit. Et donc, lorsque vous me posez la question sur la forme d'aujourd'hui, la forme est j'allais dire, un aboussement des micro-dialogues qui ont commencé depuis longtemps et qui ont quand même permis que, sur le plan corporatiste, au niveau des universités, au niveau de la justice, au niveau de l'enseignement supérieur, etc., des écoles, qu'on ait des avancées jusqu'à la création des commissions. Je veux dire à Jean Takougan que nous sommes dans une démocratie en construction. Nous sommes un pays jeune en construction. On ne peut pas dire que parce que la question de l'unité nationale existe depuis toujours, alors l'unité nationale, on ne peut plus en parler aujourd'hui, ça ne peut plus être un défi. Ça reste un défi. Le bilinguisme reste pour chacun d'entre nous un défi. Je dois dire qu'il a fallu que nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, en tout cas les avocats, posent la question de la revendication de la traduction du code OADA, pour que les gens, aujourd'hui, même avec la création de la commission Moussonguer, se rendent bien compte que nous avons vécu ensemble, mais en négligeant un certain nombre de choses qui font que, une à une, elles sont peut-être certainement petites, mais c'est des choses qui permettent de cimenter notre vivre ensemble, qui permettent. Donc, l'unité nationale, les questions de développement, les questions de décentralisation, les questions de diversité culturelle, etc., continuent d'être, pour une jeune démocratie comme la nôtre, pour un jeune pays comme le nôtre, des défis et qui peuvent donc continuer à être examinés. Mais l'opposition estime que le chef de l'État ne doit pas imposer les thèmes qui doivent être discutés dans ce grand dialogue national. Pourquoi se limiter simplement aux objectifs qu'il a évoqués dans son discours? Parce que le président de la République est le garant de la Constitution. C'est lui qui gère les institutions. Dites-vous bien, le dialogue en question qui arrive n'est pas une conférence constitutionnelle. Ce n'est pas une conférence nationale souveraine. Les institutions au Cameroun fonctionnent. Le chef de l'État est garant, donc il a juré de veiller sur la Constitution, veiller sur l'unité du pays, la protection du territoire, etc. Laisser le président assumer ses fonctions. Et les Camerounais lui ont fait confiance. Et le président, je l'ai dit, je continue à le dire, quand le président a parlé, je n'ai pas dit que le président est Dieu, c'est comme Dieu qui a parlé. Le président a dit, déposez les armes. Il a la main tendue du chef de l'État. Reste, elle est là. Et je voudrais vous mettre au défi, au-delà des caricatures que Edmond Kambi a pris tout à l'heure. D'accord, le président a dit la CAN va s'organiser aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé. Mais le président n'est pas là pour jouer avec l'avenir du Cameroun. Le président voudrait et continue à le dire. Il a dit, je voudrais être retenu dans l'histoire du Cameroun comme celui qui a apporté la paix, la démocratie et l'unité, la prospérité. Simon Meyanga, il y a des enfants, il y a des fils. Et la prospérité. Simon Meyanga, il y a des fils. Et le président n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il y a des difficultés qui sont arrivées sur le chemin. Mais, s'il vous plaît, donnons la chance à ce dialogue. Quand j'écoute Edmond Kambi, quand j'écoute l'extrémisme avec lequel Edmond Kambi parle du dialogue, je n'ai pas entendu une seule phrase, une traître phrase d'Edmond Kambi qui voudrait donner une chance à ce dialogue-là.
Il peut avoir des insuffisances. C'est une action humaine. Personne n'a jamais dit que tout va s'arrêter vendredi avec la fin du dialogue. Ouais. Personne n'a jamais dit ça. Mais donnons-lui la chance. Les propositions qui vont être faites, les résolutions qui vont en sortir, vont permettre d'avancer et de changer notre pays. Alors après vous, Jean Takougan, des propositions sont faites depuis 3 ans pour sortir de la crise anglophone. C'est aujourd'hui que le chef de l'État convoque ce grand dialogue national. Sinon, Cédric, je vous en prie, je l'ai dit, les ministres, les premiers ministres sont allés au Nord-Ouest. Vous permettez de pouvoir conduire ce débat, merci. Alors ça fait 3 ans que les propositions sont faites pour sortir de la crise anglophone. Le président de la République a décidé en 2019 de convoquer ce grand dialogue national. Faut-il y aller dans ce contexte où il y a une suspicion de part et d'autre concernant les acteurs majeurs attendus à ce grand dialogue national et sur la problématique principale abordée? Je suis d'accord avec vous que ça pose des problèmes. Est-ce qu'il faut aller ou est-ce qu'il ne faut pas aller? Et si le fait même de prendre tant de monde du RDPC, de ne rien dire sur les préalables, était une technique pour écarter tous ceux qui pouvaient arriver et faire quelque chose pour que ce soit le RDPC qui se réunisse et dise dans le monde entier que le dialogue a eu lieu. Qu'est-ce que vous feriez? On vous dira la chaise vide, si vous étiez dedans, vous auriez fait ci, vous auriez fait cela. Ceux qui partent, s'ils partent vraiment pour le dialogue, s'ils partent pour que la guerre finisse, ils doivent aller. Vous savez, quand on veut recueillir le miel, on ne bouscule pas la ruche. Mais quand on ne bouscule pas la ruche et que les abeilles piquent trop, on cherche le feu pour recueillir le miel. J'ai entendu, j'entends, parce que nous tous, on est d'accord qu'on devait amener les groupes armés. Et on dit qu'on peut amener leurs représentants. Et Boutou a bien dit, ton représentant est une garantie. Quand on dit qu'on libère quelqu'un sous caution, ou avec une garantie, présente la garantie. Ça peut être l'agent, ça peut être un individu. Cet individu dit que si le jour du procès ne vient pas, c'est vous qu'on arrête. Bien sûr. Ça veut donc dire que, comme tu as dit, c'est le plénipotentiaire. Oui. Et il y a des moments pour le dialogue, quand on veut vraiment que le dialogue aboutisse, il y a des gens qui ne se supportent pas, qui ne peuvent pas s'asseoir comme ça à une table. On cherche quelqu'un qui va d'abord voir Mayanga, négocier les positions de Mayanga, revenir me voir, négocier mes propres positions, repartir voir Mayanga. Mais là-bas, c'est dans un dialogue honnête où chacun, en venant, est prêt à revoir ses prétentions à la baisse. Le président de la République a envoyé des émissaires depuis 2017 avec des premiers ministres, chefs de gouvernement et d'autres qui sont allés au-delà du Cameroun. Oui, ils allaient des deux côtés. Et s'ils sont allés des deux côtés, sa présence, ça n'a pas cessé, ça veut dire que ce n'étaient pas les bonnes personnes. Ou bien ils n'ont pas bien fait le travail qu'il fallait faire. Et il y a quelque chose, quand le chef d'État n'envoie que les membres du gouvernement, mais en dit ici qu'il y a des gens qui ne sont pas contents que la guerre la finisse. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Malheureusement, quand il parle, il pense seulement aux autres. Et il y a des gens dans le RDPC qui n'existent qu'à travers cette guerre. Il y a des gens depuis que le problème de Bakassi est terminé, ils n'ont plus jamais ressenti les cheveux sur leur tête. Parce qu'à chaque fois, eux-mêmes provoquaient des problèmes. Appeler le président pour dire que les Nigériens ont encore attaqué, trouve-nous 3 milliards pour aller là-bas faire ceci, et ça continuait. Il y a des gens, si la crise dans le nord-ouest et dans le sud est finie, ils ne seront même plus ministres dans ce pays. Vous connaissez un qui a toujours dit que non, il n'y a pas de problème anglophone. Le président m'a toujours tout donné. Donc quand il mange, les anglophones sont rassasiés. Vous les connaissez. Donc, ce que je veux dire est que, vraiment là, parce que je vais demander à Mayanga, je parle comme au quartier, Mayanga, donnez-nous, vous voulez nous dire que si les sécessionnistes viennent à la fin du débat, ils ne sont pas contents, n'est-ce pas? On va donner les voitures, on les porte pour aller les mettre en brousse. Et puis on va prendre la voiture, on reprend les autres pour aller à l'aéroport, les mettre dans l'avion, ils rentrent chez eux. Bien entendu. Bien entendu. Nous sommes... Permettez que je... Pourquoi vous doutez de la bonne foi de ce grand dialogue? J'ai posé une question. Je voudrais qu'on me réponde que si un sécessionnaire qui la brousse et il vient assister au dialogue, à la fin du dialogue, il n'est pas content. On doit le porter pour aller le remettre en brousse et il reprend son arme. C'est ça que vous voulez nous dire? Ou bien le sécessionniste qui vient d'Europe, là, il arrive ici, à la fin, il n'est pas content. On le remet dans la voiture, on va à l'aéroport, on le met dans l'avion, il rentre.
Et on recommence, n'est-ce pas? C'est ça que vous voulez nous dire. Où est-ce que je vais arriver? Je vais arriver que le président de la première des choses est de leur donner une garantie sérieuse. Et l'administration, tu as parlé de la parole, l'administration est écrite. L'administration est écrite. On ne va pas seulement se contenter de la parole, parce que devant le notaire, devant le huissier, devant la justice, on demandera que tu es juriste. Donc vraiment, si on veut, et j'espère que là où les Méangavons, à la fin de la dernière journée, on aura au moins la possibilité pour aller faire le gala de clôture. Parce que si le gala est autrement, j'espère que le gala là... Le gala est prévu pour jeudi soir. Oui, c'est la fin, non? Non, la fin c'est vendredi. Bon, j'espère que vendredi aura lieu. Parce que si ça ne marche pas, même le jeudi, on ne fera pas de gala. Et le vendredi, on ne fera rien. Le gala est déjà prévu. Oui, non, je ne dis pas que ce n'est pas prévu. Mais si c'est prévu, vous partez là-bas, rien ne marche. Vous allez rester pour attendre le gala. Hein? Parce que vous avez dit qu'il y a certains qui sont venus devant les plateaux de télévision dire que le vrai problème du Cameroun, c'est le manger ensemble. On vous a invité, non? On a fait 50 pauses café, 50 pauses déjeuner libre et pas libre pour que vous veniez manger ensemble. C'est ça que vous voulez. Je vous dis que moi, j'ai l'impression qu'il faut qu'à un moment, on prenne quelqu'un au mot. Et on va là-bas et on rentre. Ça ne marche pas. S'il faut gâter, on gâte. Mais si vous lui donnez la possibilité de dire que je vous ai appelé, vous n'êtes pas venu. Parce que moi, je vous dis que le fait de ne mettre que les gens du RDPC, tout ça, là, ça peut être une technique. Le fait de refuser de répondre au préalable, là, ça peut être une technique pour décourager les gens pour qu'ils ne viennent pas. Et eux, on dit qu'on travaille avec ceux qui sont là. Et il y a un parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui a conditionné sa participation à ce dialogue à la libération préalable de ses leaders, ses alliés et ses militants incarcérés depuis près de 7 mois. Edmond Kamga, un autre acteur qui pourrait être absent si, selon lui, ces préalables n'ont pas trouvé un écho favorable auprès du chef du gouvernement, coordonnateur de ce grand dialogue national. Oui, et ce serait très dommage. D'autant plus que c'est un acteur aujourd'hui devenu majeur depuis l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, compte tenu des résultats officiels qui font de ce parti-là ou de son leader la deuxième personnalité par rapport à la présidentielle, je précise, par rapport à la présidentielle, pas par rapport à l'opposition. Et on l'a vu, bien que n'ayant pas été formellement invité, c'est-à-dire sans carton d'invitation, sans coup de fil, le MRC a envoyé ses représentants auprès du Premier ministre, chef du gouvernement, et ces représentants ont remis, n'est-ce pas, M. John Gouté, leur mémorandum, et dans lequel figurent des préalables qu'on a soulignés ici tantôt, c'est-à-dire pour qu'il y ait un apaisement véritable, qu'on libère le président Maurice Kamto, les alliés de sa coalition, et leurs nombreux militants qui sont encore incarcérés. Il y a également, dans ce même mémorandum, la nécessité de renforcer l'apaisement par les concernés directs qui sont les détenus arrêtés dans le cadre de la crise anglophone de 2016 jusqu'à ce jour. Ils ont dit que si ces personnalités, si tous ces détenus-là de la crise post-électorale et de la crise anglophone ne sont pas libérés, ils ne voient pas en quoi ni pourquoi ils viendraient à ce dialogue. À ce jour, nous sommes à quelques heures de l'événement. Quand je dis événement, ça me rappelle une déclaration faite par le ministre des Relations extérieures lors d'un communiqué, lors d'une communication, où il était face à la presse et face aux diplomates. Il disait, monsieur le jeune Mbela, que le dialogue est un processus, il n'est pas un événement. Je dois dire, en le citant ici, que avec l'annonce de ce dialogue, avec la tenue bientôt de ce dialogue, il y a une contradiction profonde au sein du gouvernement. Lorsqu'il disait que le dialogue est un processus et non un événement, comment définir donc le grand dialogue national si ce n'est pas un événement? Parce que le grand dialogue national est un événement que le chef de l'État a annoncé le 10 septembre dernier. C'est une contradiction par rapport à ce que le jeune Mbela a laissé croire
que c'était un processus et non un événement. Voici l'événement. L'événement va se dérouler du 30 septembre au 4 octobre. Il faut dire les choses telles qu'ils sont, telles qu'il faut les... C'est tout à fait clair. On n'a pas besoin de biaiser là-dessus. Et on l'a vu. Et cela montre qu'au sein du gouvernement, à un moment donné, on a eu l'impression qu'il y avait deux camps. Ceux qui estimaient, comme John Ngouté lui-même, après sa descente sur le terrain à Boya Bamenda, que le chef d'État m'envoie vous dire que bientôt nous aurons un dialogue. Et voici ce dialogue. Est-ce que le chef de l'État finalement a donné raison au premier ministre chef du gouvernement John Ngouté avec la tenue de cet événement? Le grand dialogue national est un événement. Ça, il faut le dire à sa juste mesure. C'est un moment historique dans la vie du pays. C'est le deuxième grand moment historique après la tripartite que nous avons connue au Cameroun entre fin octobre, novembre 1991. Et il faudrait, avant de tenir cette rencontre, que nous puissions tirer toutes les leçons des manquements de la tripartite. Parce qu'il y a eu beaucoup d'acquis, mais il y a eu également des manquements dans la tripartite. Et parmi ces manquements, l'absence d'un comité de suivi, évaluation, pour s'assurer que les résolutions prises seraient appliquées et dans un délai précis. Et il faudrait que les commissaires qui seront dans les travaux, dans les commissions, sachent que l'une des choses importantes à faire, en plus des préalables et des conditions, c'est surtout de se rappeler que les résolutions prises soient appliquées dans un délai précis. Alors, il faut préciser qu'il y a 8 commissions ont été annoncées par le porte-parole du Grand Dialogue National. Et parmi l'une d'elles qui cristallise déjà l'attention, c'est la commission en charge de la décentralisation et du développement local. Selon plusieurs journaux d'expression anglaise, il y a un sentiment anti-décentralisation qui se développe dans le Nord-Ouest. Et les propositions formulées par des chefs traditionnels du département du FACO sont essentiellement tournées vers un système fédéral. On l'a vu également avec le SDF, dont les présidents régionaux dans le Nord-Ouest ont insisté sur l'aspiration des populations à revenir sur un système fédéral. David Iboutou, alors que le chef de l'État a mis sur la décentralisation, on voit que dans les régions du Nord-Ouest, certaines voix s'élèvent pour poser le problème de la réforme de l'État, la forme de l'État et sa nature. En feuilletant les 8 thématiques qui jouxtent les 8 commissions qu'on a tous lues, on a effectivement eu l'impression qu'on est en train de s'éloigner de l'enjeu. Il faut peut-être rappeler l'enjeu de ce dialogue national qui va se tenir demain. L'enjeu principal, je le répète, l'enjeu principal du grand dialogue national qui va se tenir demain, c'est le retour à la paix. C'est l'enjeu principal. Si nous n'étions pas en guerre, si nous n'étions pas en crise, il n'y aurait jamais eu ce dialogue national. Et donc, par conséquent, tout ce qui est fait tout autour, la création des commissions, la désignation des thématiques, etc., doit aller dans le sens de concourir au retour de la paix. Maintenant que vous parlez de cette commission 4, décentralisation et développement local, est-ce qu'on peut mettre cela en corrélation ou en rapport avec ce qui se vit ou des exigences posées par les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de manière à escompter un retour à la paix? J'en doute. Simplement parce qu'aujourd'hui, c'est le procès de l'échec de la décentralisation que nous sommes en train de faire. Tout ce qui se fait là, la plupart des revendications qu'on a suivies, que ce soit des modérés ou des sécessionnistes, des radicaux, les extrémistes dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, tous ne veulent plus entendre parler de la décentralisation. Et quand vous avez suivi des partis comme le STF et quelques-uns de ce côté-là qui se réclament fédéralistes, on comprend très bien que ce sont les aspirations d'un malaise profond, d'une conséquence d'un malaise profond qui a abouti au rejet de ce qui est vécu aujourd'hui et qui est rejeté. Et donc, par conséquent, les autres veulent ou en appellent à l'expérimentation d'un autre modèle alternatif, autre que celui que nous vivons aujourd'hui. Maintenant qu'on en vient à nous imposer une commission décentralisation et développement local, est-ce à contraindre les participants à aller vers une direction déjà acceptée, déjà validée par le parti au pouvoir? Je n'en sais rien, mais je continue à espérer que lors des travaux, les participants auront le courage, voire la témérité, de bousculer les lignes pour sortir de ce qui a été arrêté et imposer imposer de véritables débats qui peuvent effectivement imposer ce que veulent aujourd'hui les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Parce que il me semble que le débat qui
a rejailli au lendemain de cette crise quand elle s'est envenimée, quand on a atteint la phase de la phase de l'escalade, c'est justement celui de la forme de l'État. Et il m'aurait semblé nécessaire qu'au-delà des commissions qu'on a vues, qui ne reflètent pas toujours ce qu'on aurait attendu, qu'on ajoutât peut-être une commission qui aurait pu se réunir sur les problèmes spécifiques aux régions anglophones aujourd'hui. C'est-à-dire que ça aurait pu arranger plus d'un. Une commission, une 9e commission, qui aurait pu siéger de façon spécifique sur la question anglophone aujourd'hui. Parce que jusque-là, vous pouvez les lire à l'attention de nos téléspectateurs, on voit très bien qu'on ne ressent pas encore l'impact ou la corrélation qui a amené aujourd'hui le peuple anglophone à se rebeller. Hein? S'il y a des débats qui aujourd'hui fusent sur la commission numéro 4, décentralisation et développement local, c'est justement parce qu'on a l'impression que le parti au pouvoir, l'État a choisi son modèle de fonctionnement et qu'en y allant, on y va simplement pour adouber cette façon de faire qui pourtant est rejetée par les autres. Il faut avoir le courage de dire qu'aujourd'hui, cette forme-là ne sied plus à tout le monde et qu'il faille un véritable débat sur la forme de l'État pour peser et sous-peser toutes les formes alternatives d'État aujourd'hui qui pourraient porter les désirata du peuple, pas seulement du peuple anglophone, mais des autres peuples aujourd'hui. C'est-à-dire que si on interroge Mobutu, je vous dirais que je suis fédéraliste dans l'âme. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des pays qui nous servent de modèle dans le monde, c'est des pays, pour la plupart, qui ont des États fédérés. Et en cela, je serais donc porté à croire que si on expérimente ce modèle chez nous, on pourrait peut-être escompter un meilleur niveau de vie. Mais cela ne me donne pas tout à fait raison. Il faudrait donc qu'on laisse le champ libre à tous les acteurs qui seront là pour confronter les idées, les arguments, le poids des arguments et voir si aujourd'hui on peut toujours rester dans ce qu'on nous a confiné, dans ce qu'ils ont appelé la décentralisation. Parce que cette décentralisation dont on parle, elle a pris plus de 20 ans pour être appliquée. Et on voit, pour être appliquée, c'est-à-dire au compte-gouttes. En voie d'application. Donc, on se demande quels ont été pourquoi tant de pesanteurs pour aller à l'applicabilité de quelque chose qui a été institué. Le président de la République, justement, a promis l'accélération de la décentralisation. Il a même annoncé, il a même cité la création d'un ministère en charge de cette question et il mise sur cette commission pour pouvoir ramener les populations du nord-ouest et du sud-ouest à la paix, la sérénité. Simon Mayanga, pour autant, il y a de nombreux journaux d'expression anglaise qui ont relayé les propositions venant des populations des régions anglophones. Et je voudrais citer l'une d'elles, ce sont les chefs traditionnels du département du Fako, dans la région du sud-ouest, qui ont proposé un système fédéral avec 10 États fédérés et une rotation à la tête de la présidence de la République, au moment où le chef du gouvernement, lui, crée une commission en charge uniquement de la décentralisation. Comment expliquer cette situation-là? Parce que la démarche du chef de l'État, lorsqu'il convoque à ce dialogue-là, elle est une démarche institutionnelle. Elle est une démarche, d'ailleurs, son message du 10 septembre dernier, il dit « Sur la base de notre constitution, qui est la loi sacrée, et la constitution du Cameroun dit « Le Cameroun est un État unitaire décentralisé. » Donc la démarche du chef de l'État a non seulement été didactique, elle est une démarche pédagogique. Pourquoi je dis ça? Je dis que le président dit que c'est une démarche didactique, d'abord sur la base de ce que, pour éviter, pour élaguer tout ce qui est conditionnalité, libération, le président dit d'accord, il faut laisser fonctionner les institutions parce que ceux qui ont fauté vis-à-vis de la justice, qui ont violé les lois, doivent répondre, quelle que soit leur qualité. Mais maintenant, le président dit quoi? Même si on peut comprendre que dans le cadre d'un processus de paix ou de réconciliation, on puisse envisager le pardon. Ça veut dire que le président n'a pas totalement fermé la porte. Et de deux, il le dit, la Constitution de la République, sur la base de laquelle ce dialogue, ce grand dialogue national est convoqué et tenu, reconnaît au chef de l'État le droit de grâce. Donc, ça veut dire que quand le président fait des rappels comme cela, il faut le lire entre les lignes. Mais cela n'absout pas les gens qui ont fauté, qui ont violé la loi, qui doivent d'abord répondre. Et c'est pour ça que le président rappelle que ce n'est pas parce qu'on a brûlé, parce qu'il y a un dialogue que ceux qui ont brûlé, tué, etc. peuvent être aujourd'hui présentés comme des enfants de cœur. Je dis ça comme ça, je le paraphrase. Maintenant,
sur la forme de l'État, le président a été constant. Il nous faut, il l'a dit dans un discours de campagne électorale, à Maroua notamment, démontrer à nos frères des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest que leur avenir est dans la République. Leur avenir est dans la République, une et indivisible. D'accord, on peut faire aujourd'hui le procès de la décentralisation, qui sur la base d'un certain nombre d'égoïsmes, a connu des freins, etc., etc. Mais c'est un processus nouveau, un processus complexe, un processus neuf. Il faut lui donner la chance de s'exprimer. La décentralisation n'a pas encore atteint le niveau de croisière expiré. Ça fait plus de 20 ans quand même. Tout à fait. Mais nous sommes un pays... Elle a été... Tout à fait. Je n'en disconviens pas. Mais c'est un processus irréversible, dites-vous bien. C'est pour ça que parfois des crises sont bonnes. Parfois des crises comme si elles sont bonnes pour qu'à un moment donné, on s'arrête. Parce que lorsque vous présentez la fédération, ce n'est pas un État ultime. Moi, je connais les États fédérés qui ont des problèmes. Notre voisin qui nous a exporté la crise contre Boko Haram est bien un État fédéré. Alors le nord du Nigeria, est-ce que c'est un modèle de développement? C'est l'une des puissances économiques en Afrique centrale. D'accord, mais prenons les États. Prenons les États. Donc, allons-y. L'Allemagne, personne n'a eu peur. Hein. L'Allemagne qui a été un pays fédéral est revenu à une unification. Donc, autant vous pouvez citer des exemples dans le sens contraire, on peut également vous rappeler que l'histoire est jonchée. L'histoire est jonchée d'exemples et de contre-exemples. Donc, là-dessus, c'est un débat. Mais le président de la République dit, il n'a pas tranché. Mais il a dit, il nous revient à nous, je l'ai cité, de démontrer à nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest que leur avenir est dans la République. Et si ces frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont d'autres aspirations concernant le système de gouvernance publique en vigueur au Cameroun et qu'ils aspirent à d'autres formes de l'État qui leur permettraient d'avoir les plans pouvoirs ou du moins la majorité des pouvoirs pour décider de leur devenir, de leur avenir. Est-ce que le président de la République serait prêt, est-ce que le RDPC serait prêt à s'engager dans cette nouvelle voie? Le président de la République est un démocrate. Il faut lui reconnaître, il faut lui en savoir le fait que la parole n'est pas confisquée. Ce grand débat national a permis à tout le monde de parler et continue de faire des propositions. Après tout, il y aura un avant grand dialogue national et un après grand dialogue national. Si vous m'apportez la preuve, si vous apportez la preuve au président de la République que la volonté de l'immense majorité des Camerounais est que le Cameroun rentre à la fédération, on va bien, tant mieux. Le président est un démocrate, mais le président dit, notre loi fondamentale dit que le Cameroun est un pays, un État unitaire décentralisé. Donnons la chance à la décentralisation parce que la décentralisation est capable de nous apporter tout ce dont nous avons besoin et que la fédération ne peut pas apporter. Donc, c'est un débat qui va continuer. On ne va pas museler les gens. On ne va pas interdire les Camerounaises et les Camerounais de s'exprimer, y compris nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Maintenant, notre travail, à nous autres citoyens, qui sommes pour un État unitaire décentralisé, qui sont pour un Cameroun indivisible, c'est de continuer. On ne va pas refaire 50 ans d'histoire. On n'efface pas 50 ans d'histoire comme ça. C'est de démontrer à nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ok, ici on a eu quelques insuffisances, ici on a fauté là, mais vous avez raison de revendiquer, vous avez raison de vous plaindre, on en prend acte. Je crois que c'est ça l'objectif de ce grand dialogue national, on rectifie le tir. Mais sachez que votre avenir se trouve dans la République 1, au Cameroun 1 et indivisible. Jean Takougan, sur cette République du Cameroun 1 et indivisible, où la question sur la forme de l'État a été pendant plusieurs années tabou et aujourd'hui elle ressurgit au regard des aspirations formulées par les populations lors des consultations préparatoires en vue de ce grand dialogue national. Pensez-vous que ce débat sur la forme de l'État va cristalliser l'attention durant ce grand dialogue national, notamment dans la commission décentralisation qui a été mise en place? Ça devrait l'être. Ça revient pourquoi? Ma mère dit au village que lorsqu'on cultive, on n'enterre pas le caillou. Parce que l'année suivante, ça va casser là-haut. Nous n'avons pas réglé les problèmes du Cameroun. Depuis longtemps, on a fait toujours comme on cultivait en enterrant les cailloux. Or, quand on cultive, on enlève les cailloux, on met de côté, on laisse la terre arable pour cultiver demain. Ça veut dire que si nous nous mettons ensemble maintenant, on ne résout pas le problème tel que le peuple veut. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Je vous dis une chose.
Le Cameroun est un État unitaire décentralisé, comme dit Mayanga. C'est l'article 1, alinéa 2 de la Constitution de 1996. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre 23 ans, attendre 2000 morts, attendre des villages rasés, attendre notre Sonara brûlé, attendre tout ce que nous avons vu là-bas pour convoquer un dialogue et nous rappeler que dans notre constitution, on disait que le Cameroun était un État unitaire décentralisé. Jean Takougan, je termine à la fin. Non, vous ne pouvez pas me couper. Jean Vous ne pouvez pas me couper. Allez-y, vous avez la parole. Non, vous ne devez pas. Il n'y a pas de problème. J'ai demandé, quand j'ai voulu le couper, je lui ai demandé 1 minute que j'ai remis. Je vous en prie, vous avez la parole. Voilà donc. C'est ça le vrai problème. On ne doit pas attendre tant de temps pour revenir à la décentralisation. Parce qu'à proprement parler, ce que le RDPC et le président de la République craignent, c'est le partage du pouvoir. Parce que lorsque on parle de décentralisation, on parle de l'État, il n'est plus le Dieu. C'est-à-dire qu'un État fédéré peut faire ces choses et l'invité, il vient inaugurer sans dire que c'est la magnanimité de qui que ce soit. C'est l'unicité de la caisse. Au Cameroun, quand on travaille à Koussiri, l'argent doit venir à Yaoundé. Lorsqu'il y aura ce problème-là, l'argent ne viendra plus à Yaoundé. Il y aura le quota fédéré et le quota fédéral. Or, le vrai problème est que lorsqu'il me dit que la Constitution est la loi sacrée, c'est bon. Mais la loi est un remède. On fait la loi comme on crée un remède pour soigner une maladie. Mais si vous avez une maladie et vous trouvez un remède et vous dites que c'est dans 30 ans qu'on va faire on appelle quoi, la posologie, l'application, comment on va l'utiliser. Voilà la posologie. Notre constitution était le remède pour soigner un problème. Après 23 ans, on est encore là pour nous dire, mais nous serions morts 1000 fois. Si nous ne sommes pas morts jusque-là, alors que c'était un remède, ça veut dire que ce n'était pas le remède qui devrait nous soigner. Il faut passer à quelque chose. Quand on vous dit que le Cameroun est indivisible, qui vous a dit que les États-Unis sont plusieurs et morcelés? Est-ce que les États-Unis sont plusieurs et morcelés? Ce n'est pas un État fédéral. Voilà, quand vous dites aux gens que votre avenir est dans la République, on dit bien la République fédérale. Est-ce que quand ça devient un État fédéral, ce n'est plus une République? Hein? C'est bel et bien une République. C'est écrit, la Constitution fédérale de 1961 disait dans son article 47 que même s'il faut réviser la Constitution, on ne doit pas toucher au caractère fédéral de la République. C'est l'autre Dieu qui avait parlé en ce moment-là. N'est-ce pas? Un autre Dieu est venu dire qu'on peut changer comme on veut, hein? On peut garder et appliquer progressivement et faire ce qu'on veut. On serait aujourd'hui en train d'évaluer la décentralisation pour voir s'il faut passer à quelque chose ou pas. Jusqu'à présent, on n'a même pas encore commencé la décentralisation. Parce qu'on dit que les collectivités territoriales décentralisées sont la région et la commune. Et l'article 55 de la Constitution dit que les collectivités territoriales décentralisées sont administrées par des exécutifs élus. Est-ce que vous vous rendez compte que, en fait, dans la commune, ce sont des exécutifs élus qui administrent? Vous savez, la tutelle, vous savez que le secrétaire général est nommé par décret conjoint du MINAT et des Finances. Et vous savez que le percepteur est nommé ailleurs et que le maire peut demander l'argent au percepteur et d'autre part. Est-ce que vous savez que vous pouvez choisir quelque chose à faire? La tutelle refuse. Il est vrai qu'on va vous dire que dans les nouvelles lois, tu peux porter plainte vous appelez quoi, au tribunal administratif. Mais pourquoi? Si effectivement ce sont des exécutifs élus, vous devez laisser le maire. Même s'il faut un contrôle, il faut un contrôle a posteriori. Le chef de l'État a promis l'accélération de la décentralisation pour répondre à ses préoccupations. Il faut qu'il nous dise à quelle vitesse il est allé depuis 23 ans. S'il allait à 0,2 cm et maintenant il part à 0,4 cm, nous en avons encore pour 23 ans. Nous avons encore pour 23 ans. À chaque fois, il va accélérer en freinant. Il va accélérer.
comme il veut en freinant. Ce n'est pas toujours lui qui doit choisir ce qui est bon pour nous. Parce que, contrairement à ce que Mayanga pense, nous devons tous savoir que le président de la République est un ouvrier que nous avons recruté et que nous payons. C'est lui qui doit nous rendre des comptes, ce n'est pas l'inverse. Il doit nous demander ce que nous voulons. C'est notre ouvrier. Il nous demande ce que nous voulons et il nous donne. Ce n'est pas lui qui doit préparer le riz alors qu'il veut manger le macabo. Vous voyez? Et maintenant, vous, Takougan, qu'est-ce que les Camerounais veulent aujourd'hui? Les Camerounais, mon problème, je ne veux pas dire nous, au SDM, nous voulons le fédéralisme. Mais seulement, quand il y a une commission qui s'appelle déjà décentralisation, pourquoi n'a-t-on pas marqué forme de l'État? Pour qu'à l'intérieur, on débatte et qu'en définitive, on tombe sur la décentralisation. Pourquoi dire d'avance qu'atelier décentralisation? Ça veut dire que si tu n'es pas pour décentralisation, tu n'entres pas là. Tu ne viens pas là. C'est un diktat. Et on a l'impression que les gens prennent ce dialogue comme, comme une tribune où on vient lire les résolutions d'un débat qui a eu lieu ailleurs. Alors, dans ce climat de suspicion, Simon Mayanga, comment rassurer les acteurs politiques qui sont appelés à participer à ce grand dialogue national? Vous avez suivi Jean Takougan évoquer le fait que la commission décentralisation est une forme d'exclusion de ceux qui sont fédéralistes et de ceux qui ont des velléités séparatistes et qui pourraient participer à ce grand dialogue national. Je pense que le simple fait que le dialogue national, le grand dialogue national soit un dialogue inclusif, le simple fait qu'on entende des autres sons de cloche, des gens qui posent sur la table la question de la forme de l'État, fait qu'on peut entendre tout le monde. Là, tout le monde peut se faire entendre. Mais je voudrais disqualifier, je voudrais disqualifier ici Jean Takougan. Tu sais très bien, permettez que je te tutoie, que vous n'avez jamais pris part à ce processus. À part de l'Assemblée nationale, les lois sur la décentralisation, vous ne les avez pas votées. Si tout le monde avait au moins soutenu cette décentralisation, je pense qu'elle serait allée plus loin. Mais le président s'est engagé. Le président s'est engagé, le président de la République a pris engagement compte tenu de la situation et de l'examen qui a été fait pour tout le monde. La décentralisation a connu des problèmes, un nouveau ministère a été créé qui est en train d'implémenter un certain nombre de choses. Il va sortir de ce grand dialogue des propositions que nous voulons concrètes, des propositions que nous souhaitons réalisables, qui font qu'au sortir de ce grand dialogue, les Camerounais doivent pouvoir sentir. On a créé 5 ministères pour le système éducatif, c'est mieux. On a créé 5 ministères pour le système éducatif. Là, tu me coupes. Je vous en prie, Simon Mayanga. Tu es très heureux de me couper là maintenant. Allez-y. Donc je dis que ça permet que, au sortir de ce dialogue, des choses vont changer. Il faut éviter. Nous sommes des hommes, c'est vrai, on se connaît. Il est normal que la suspicion règne. Mais quand j'ai fini de dire que, le grand dialogue national ne sera pas le desiderata de la volonté individuelle des Camerounais. Non. C'est une volonté globale et nationale. C'est pour ça que je ne veux pas parler au nom du peuple. Parce que nous ne savons pas très bien ce que tout le peuple pense. Si une partie du peuple pense quelque chose, vous n'avez pas la certitude que tout le peuple pense cette chose-là. Il faut éviter de parler au nom du peuple. Donc, il y a des aspirations. Mais oui, ne faisons donc pas un procès d'intention. Mais on n'est pas en salle. On a marqué forme de l'État. Mais est-ce qu'on a muselé les gens là-bas, dans cette commission? C'est pour ça que j'y vais. Dans cette commission, les gens vont parler, les gens vont dire ce qu'ils pensent. Mais je continue à dire que ça va se faire dans le cadre de la Constitution, dans le cadre de la préservation de la forme de l'État du Cameroun qui est un et indivisible, qui est un État unitaire décentralisé. Donc maintenant, les gens peuvent avoir des envies. On ne peut pas dire aux gens, on ne peut pas leur dicter la conduite à tenir, mais je pense que ne confondons pas la forme de l'État avec le dessin triangulaire. La suspicion, même si elle est normale, on va finir par en arriver à des consensus qui vont faire avancer la République. Pardon, je vais dire un mot, pardon, donne-moi une seconde. Je vous en prie. Ne confondons pas la forme de l'État. Quand je dis la forme de l'État qui est un et indivisible, la forme c'est quoi? Le triangle que nous voyons là, qu'on a coupé une partie ou partie. Le fédéralisme la Constitution ne découpe pas le pays. Constitution. Alors, si ce débat, messieurs, les représentants des partis politiques, permettez également à d'autres de pouvoir placer un mot, David Iboutou, sur ce débat important qui va être mené durant ces assises nationales. Vous avez suivi les appréhensions du SDF sur la formulation des commissions, le choix des thématiques taillées selon le discours du président de la République. Et Simon Mayanga qui estime qu'il faut donner
confiance, il faut au moins accorder du crédit à ce qui est en train d'être fait et que les gens ne seront pas muselés durant ces assises. Est-ce que pour autant cela rassure tout le monde? Pas du tout, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi les organisateurs ont dû s'encombrer de ces commissions qui suscitent déjà beaucoup de problématiques au sein de l'opinion nationale et internationale. Parce qu'effectivement, et contrairement à ce qu'a dit M. Simon Mayanga, on a l'impression que les thématiques... Non, Simon, on a l'impression qu'effectivement, il y a déjà un confinement et il y a déjà une direction qu'on veut imposer aux débatteurs, aux acteurs qui viennent assister à ces débats. Quand on vous dit, on sait que les attentes étaient tournées autour de la forme de l'État. Et quand on a examiné les 8 commissions de fond en comble et qu'on tombe sur la commission 4, qui au moins vous donne déjà des indicateurs vers ce qu'on aspire en termes de forme de l'État et qu'on retrouve là de façon placardée, décentralisation et développement local. Il y a même au-delà de l'exclusion et de l'unidirection qu'on donne à cette histoire-là, il y a même une forme de malice. C'est-à-dire qu'ils auraient bien pu s'arrêter à décentralisation, mais ils ajoutent développement local, comme un appel de pied pour dire, ok, maintenant, quand on parlera de décentralisation, cela aurait forcément un impact sur le développement local où les acteurs pourraient travailler pour eux-mêmes et impulser un développement contextuel et local. C'est de la malice, mais qui ne fait plus rire. Qui ne fait plus rire du tout. C'est pour cela qu'on demande aux uns et aux autres d'être sérieux. Et l'une des personnalités dont je pense qu'elle est la plus malheureuse en ce moment, c'est le Premier ministre, qui a une véritable patate chaude entre les mains. Comment va-t-elle faire pour s'en sortir face à tout ça? Comment elle va faire pour gérer tout ça? Parce que j'ai suivi l'analogie avec Edmond Kamgia qui parlait de la tripartite de 91. Dans ce contexte-là, on a bien vu que Sadou Ayatou avait une autre épaisseur. Il avait une épaisseur, même institutionnelle. Il avait été Minader, ministre du Plan, ministre des Finances, secrétaire général de la présidence de la République, avant d'être Premier ministre. Donc, il maîtrisait un peu les rouages de l'État du point de vue institutionnel. Mais Dion Gouté, DG de l'ENAM, Minirex délégué, par la suite chargé des missions, il se retrouve là. Vous imaginez le pauvre, il souffre aujourd'hui. Et même, j'ai suivi la sommation en semaine, je crois, du STF, qui lui demandait de prendre position par rapport à l'émission de ces chefs de terre, les gouverneurs, qui se sont immixés dans les listes pour désigner des personnalités les plus détestables et autres qui se sont retrouvés dans les listes. Les gouverneurs francophones qui conduisent les délégations anglophones. Cela suscite davantage ce qu'on a commencé à dire, des interrogations, et malheureusement ne nous donne pas une certaine sérénité à se dire, ok, on va dans ces débats avec toutes les armes à main, de manière à discuter pour qu'on en sorte effectivement avec quelque chose qui pourrait satisfaire le peuple camerounais. David, il y a quand même dans ces commissions, la commission en charge de la reconstruction des zones touchées, il y a la commission pour la réintégration des ex-combattants dans le cadre des régions anglophones, la commission en charge de la question de l'éducation qui a été au cœur également des revendications des populations du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce que cela ne montre pas des signaux d'une volonté politique de pouvoir résoudre les problèmes posés par les populations du nord-ouest et du sud-ouest? On est là dans la redite, parce qu'il vous semble que, de façon unilatérale, le gouvernement a sorti des commissions multiculturelles, bilinguisme, qui existent, avec en tête, je crois, l'ancien Premier ministre Moussongué. Et il y a une commission même du désarmement qui existe là. Bref, c'est des choses qui ont été proposées déjà de façon unilatérale par le gouvernement et qui auraient pu attendre pour sortir d'une initiative consensuelle comme celle qu'on va engager demain. Parce que, et c'est là, parmi les regrets, on pourrait convoquer cette initiative qui est jusque-là restée lettre morte, celle de cardinal Christian Toumi, la conférence générale anglophone, qui, au départ, avait demandé à se réunir avec ses pairs et quelques acteurs importants du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Et ils avaient dit, je me rappelle très bien, que les résolutions et les recommandations qui en sortiraient, ils les remettraient au président de la République afin d'en tirer toutes les conséquences. Alors, jusqu'aujourd'hui, on a interdit, on n'a jamais vu ce que c'est devenu, et on est en train d'aller vers un dialogue national avec des thématiques arrêtées. Je vous en prie, messieurs, que David puisse s'exprimer. On est en train d'aller à un dialogue national avec des thématiques arrêtées, avec un paradoxe qui frise la comédie, parce que les thématiques qui sont arrêtées aujourd'hui sont des thématiques qui constituent des commissions, qui sont déjà opérationnelles. Et on se demande donc, qu'est-ce qu'on va aller dire dans ces commissions-là? Est-ce pour créer d'autres commissions auquel les cas, on sera dans une sorte d'embouillamini qui amènerait les Camerounais à se poser des questions? Non, je dis, j'espère
parce que là, on est obligé d'être dans les vœux. J'espère que dès demain, dans les différentes commissions, on aura des acteurs suffisamment poignants pour remodifier et donner un autre contenu à ce qu'on a vu circuler là, de manière à ce que ce qui en sortirait comme première résolution liminaire ou alors partielle, que les Camerounais commencent à sentir qu'effectivement cette occasion-là n'était pas une occasion alambiquée ou alors où on a perdu du temps. Quels sont les critères pour un grand dialogue national dont les commissions ont déjà été annoncées. Edmond Kamgia, l'enjeu de la mise en place des commissions et des différents représentants délégués qui doivent y participer et le contenu également qui pose problème. Pourtant, ici, sur ce plateau, le représentant du RDPC estime qu'il faut accorder du crédit à ce qui a été fait par le Premier ministre et le Président de la République et que les discussions sont ouvertes. Oui, avant de répondre à cette question, il faut dissiper quelques malentendus. Je dois dire que nous sommes fondamentalement pour le grand dialogue national. Je réponds à M. Meyanga, qui m'a dit que je ne laissais aucune chance à ce dialogue. Nous sommes fondamentalement pour le dialogue national. Et j'ai même ajouté précédemment que c'est un événement que le chef de l'État lui a conféré la valeur d'un événement en contredisant son ministre des Relations extérieures sur le fond. Maintenant, sur la question de un et indivisible, j'entends beaucoup de militants du RDPC sortir ce slogan. Je voudrais dire que ce slogan est autant valable pour la République unitaire décentralisée que pour les républiques fédérales. Dans les républiques fédérales, c'est également un et indivisible. Ça, c'est clair. Je le parle en tant que juriste et même politologue. Je dis que c'est pas un fétiche. C'est pas un fétiche. Ce slogan n'est pas exclusif à la République unitaire. Elle est valable dans les républiques fédérales. Dans les républiques fédérales, on est également un indivisible parce que le tout, c'est l'unité dans la diversité. C'est l'essentiel. C'est le contenu de ce slogan. Il faut pas le dévoyer. Maintenant, sur les questions que vous avez posées, et c'est très important, les enjeux du grand dialogue national au niveau des thématiques, au niveau des commissions et probablement également au niveau de ceux qui seront appelés à siéger dans les commissions. Maintenant, sur les thématiques, je préfère dire les thématiques, les objets qui ont été proposés par le chef de l'État. C'est vrai qu'il a donné des indications sur les questions principales qui concerneraient la crise anglophone et on pourrait débattre également des autres sujets. Ça, c'est le fond de son discours qu'il avait prononcé. Mais dans l'ensemble des commissions, on se rend compte un peu que, à force de tirer de long en large sur les commissions, on risque de se perdre. De perdre de vue la question fondamentale, essentielle, qui est la crise anglophone. Et dans la crise anglophone, la question majeure, ce n'est pas deux choses. C'est la forme de l'État. Donc, la question majeure, c'est la forme de l'État. Et comme ça a été dit par certains panélistes sur ce plateau, de créer une commission de décentralisation et de développement local, comme intitulé, je voudrais croire que ce sont des propositions qui seront débattues par les participants. Parce que si ce n'est pas débattu par les participants avant leur adoption finale, cela signifierait que le débat a été orienté dès le départ et qu'on ne laisse aucune chance au débat de fond sur la crise anglophone, qui est essentiellement le débat sur la forme de l'État. Je ne pense pas. Vous voyez, M. Messanga, vous m'interrompez tout le temps. Mais je vais continuer. Je vais vous dire que l'un des acquis de la rencontre tripartite de 1991 a été, et je dois féliciter Sadou Ayatou, l'ancien Premier ministre, de regretter mémoire, de l'avoir accepté, parce que ce n'était pas facile de dire que les décisions seront consensuelles. Sadou Ayatou, Premier ministre, en 1991, l'a accepté. Ce n'était pas évident, parce qu'il avait été nommé et il partait dans le sens de faire en sorte que des décisions soient prises de manière unilatérale. Mais il a écouté l'opposition qui est restée à cette rencontre. Et les décisions étaient consensuelles. Et beaucoup de choses ont été faites. Il y a eu beaucoup d'acquis, même si certaines mesures n'ont pas été appliquées quand c'était des mesures concernant, par exemple, la limitation du mandat qui a été dévoyée par la suite en 2008, quand c'était l'article 66 qu'on n'a jamais appliqué parce que le décret d'application doit être pris par le président de la République, il ne l'a jamais pris. Et il y a ainsi beaucoup d'autres choses qui ont été proposées à la tripartite qui ne sont pas appliquées, tout simplement parce qu'il n'y avait pas un planning, un suivi et un timing pour l'application des résolutions et des décisions prises. Maintenant, sur
la qualité des invités. Et selon mes informations, par rapport, parce qu'il y a deux catégories d'invités, il faut le dire. Peut-être le porte-parole ne s'est pas encore prononcé là-dessus, mais selon nos sources d'information, il y a deux catégories d'invités. Il y a les invités de la cérémonie d'ouverture qui sont distincts des invités des travaux pour les commissions. Il y en a qui viendront seulement pour la cérémonie d'ouverture et d'autres qui peuvent être à la cérémonie d'ouverture et qui continueront pour les travaux jusqu'à la fin. Et la cérémonie d'ouverture, donc, c'est comme cela se passe partout, ce sera une solennité avec toutes les images, les couleurs et tout ce que cela peut comporter. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les travaux. C'est-à-dire le lendemain de l'ouverture, ce qui va se passer en commission. Et il m'a semblé voir ou lire des noms qui ont circulé et certaines personnalités qui ont reçu des cartons d'invitation, aussi bien au sein du parti au pouvoir que de l'opposition ou de la société civile, et qui sont des personnalités de qualité. Je ne le dirai pas pour tous les noms que j'ai pu voir ou lire, selon certaines descriptions, mais je citerai comme ça un cas en passant, le professeur Diva Kofele Kale, du SDF. Il fait partie de ceux qui ont reçu le billet d'invitation, aussi bien pour la cérémonie d'ouverture comme pour les travaux. Et c'est une personnalité de qualité qui a fait ses preuves ailleurs. C'est un constitutionnaliste, un juriste international. J'espère simplement que sa participation ne sera pas noyautée par les autres invités qui risquent d'être majeurs dans les autres formations politiques. Ça, c'est un invité parmi d'autres. J'ai dit, il y a beaucoup de Camerounais qui sont même de la société civile, qui peuvent apporter beaucoup. J'ai dit qu'ils peuvent apporter beaucoup. Mais ce que je crains, je termine par là, ce que je crains, c'est que à la fin, compte tenu du positionnement politique des uns et des autres, que ce soit de la société civile, parce que je dis société civile entre guillemets, parce qu'une bonne partie de la société civile, notamment ceux qui défendent le plus les droits de l'homme au Cameroun, n'ont pas été invités. Et c'est un gros problème pour la qualité des travaux, pour la crédibilité des travaux. Parce que j'ai l'impression qu'on a davantage invité la société civile proche du parti au pouvoir. L'avenir du Cameroun qui se joue durant le 30 septembre au 4 octobre 2019, date du Grand Dialogue National, événement historique. Georges Takougan, comment garantir l'avenir du Cameroun au moment où ce dialogue va s'ouvrir? Les armes continuent de crépiter dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les violences meurtrières n'ont pas cessé. Pour autant, il faut aller vers ce dialogue, vous l'avez dit, mais comment garantir l'avenir des Camerounais? Comment le rendre plus prospère? Comment garantir cette unité du pays? En fait, cette question devrait être posée à M. Paul Biya. C'est à lui qu'a été remis le pays en 82. Et le pays n'était pas en guerre. Et lui-même a reconnu qu'il héritait d'un pays calme, stable, prospère et qui a une renommée dans le monde entier. Il lui revient de remettre le pays au moment où il part comme il avait trouvé. Bravo. Ce faisant, qu'est-ce qu'il doit faire? Par exemple, il y a Edmond qui a dit ici que quand il parlait du fédéralisme et de l'État unitaire, il y a un courant dehors qui raconte aux gens que l'État unitaire veut dire que l'État est uni. En droit constitutionnel, État unitaire est tout simplement le contraire de l'État fédéral. Ça ne veut pas dire que l'État est uni. Non. Ensuite, il a parlé de l'ordre du jour. J'espère que comme pour toutes les réunions du monde, quand on entre après le quorum, on débat l'ordre du jour et la reformulation des points. Quelquefois même le reclassement de certains points. On met les points prioritaires au début et on met certains points qu'on peut ne pas traiter et que ça ne touche à rien. J'espère que le président de la République a dit en concluant son discours que la communauté nationale et internationale attend beaucoup de ce grand dialogue. Elle espère qu'au terme de ce dialogue, nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest retrouveront la paix, rentreront chez eux et leurs enfants iront à l'école. C'est lui qui le dit. Je crois qu'il doit prendre toutes les dispositions pour que ce débat se déroule comme je suis en train de le dire, pour qu'à la sortie, qu'il s'en sorte avec ses objectifs atteints. Si ces objectifs ne sont pas atteints, je ne sais pas comment
le lendemain, ça va aller. Parce que là où je suis là, il semble qu'à partir de demain, jusqu'à vendredi, on a décrété les villes mortes. Qui ont? Les gens qui décrètent d'habitude. C'est qui? Mais tu les connais. Les gens que, si vous les aviez invités, ils seraient au débat. Mais on les a invités. Non, vous Vous qui n'avez les pas connaissez assuré. donc. Vous qui les connaissez donc. Mais vous-même, vous les connaissez. Vous les avez... Non, Invitez-les au attendez. débat. Non, s'il vous plaît, ne jouez pas ce jeu-là. Vous les connaissez mieux que nous. Vous les avez rencontrés en Suisse. Nous ne savions pas où ils étaient. Vous qui les connaissez. Non, c'est vous qui les avez rencontrés en Suisse. Vous nous avez dit qu'ils existaient. Et comme Mayanga m'amène là, et c'est justement là où je dis que j'ai encore peur que demain, les bons sécessionnistes soient présents. Les bons sécessionnistes qui n'ont aucune emprise sur le terrain et que les mauvais sécessionnistes, entre guillemets, qui ont plutôt l'emprise sur le terrain, ne soient pas là et que nous terminions. Puisque vous les connaissez, pire, donc les bons nous et les terminions mauvais, pire aidez que le c'était. Cameroun, aidez Non, la République. vous avez rencontré les bons en Suisse, non? Donc, c'est moi qui les ça avais change choisis. rien. Et ensuite, je pose une seule question en allant. Comment est-ce qu'on a... Quels étaient les critères pour choisir les gens qui doivent être dans les commissions? En effet, moi j'ai même envie de voir cette liste. Hein. Est-ce que ce sont les partis politiques qui proposent les gens qui doivent être dans les commissions, ou bien c'est le gouvernement qui va dans les partis politiques choisir les gens? Parce que le gouvernement peut venir au SDF choisir quelqu'un tout simplement parce que c'était notre militant du RDPC qui est au SDF. Sinon, c'est chaque parti, on devrait lui dire, on attend que tu donnes tel nombre de militants pour les commissions. Or, si c'est lui qui organise, c'est lui qui choisit, même dans les camps des autres, ça commence à poser problème. Et quels pourraient être les risques si une telle démarche exclusive est menée? J'ai terminé depuis, non. J'ai dit que ça veut dire que le problème qu'on voulait éteindre peut finir avec de l'huile dessus. Et que ça se lève encore plus grave parce qu'on se dit qu'il faudra encore 3 ans de combat pour encore avoir un autre grand dialogue. Donc il faudrait bien prendre toutes les dispositions maintenant pour que les choses ne se fassent pas plusieurs fois. Simon Mayanga, l'avenir du Cameroun qui se joue durant ce grand dialogue national, comment garantir l'unité du Cameroun? Comment garantir l'avenir de ces Camerounais pour les rassurer qu'un Cameroun, une nation camerounaise sera construite au terme de ce grand dialogue national? c'est ça l'objectif, c'est bien l'objectif de ce grand dialogue national, l'avenir du Cameroun, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de mettre en avant des revendications séculaires qui sont un peu des revendications politiciennes et de politiciens. Parce que les gens ont entendu, en fait, que veulent les populations du nord-ouest et du sud-ouest? C'est le retour à la normale des choses en toute sécurité, de leur permettre de vaquer librement, en toute sécurité également, à leurs occupations sociales et économiques. Il a parlé de Villemort dès demain, les gens semblent apprécier, ils semblent applaudir. Ce n'est pas le fait du gouvernement. Maintenant, nous sommes des victimes, les populations. Le SDF est une victime de cette guerre. Les populations du nord-ouest et du sud-ouest, que les réfugiés reviennent, que les personnes déplacées reviennent, que leurs enfants aillent à l'école. Voilà ce que veulent les populations du nord-ouest et du sud-ouest. Et c'est ce que le grand débat national convoqué par le président de la République veut résoudre comme problème. Donc il n'a jamais été question de préalable sur la forme de l'État. C'est des politiciens qui veulent, à travers ce dialogue, récupérer. C'était la récupération, et moi je les appelle des charognards. C'est de la récupération, de la tentative de récupération politique de ce grand dialogue national qui, je le répète encore, va être organisé sur la base de la Constitution qui permet au président de la République d'éveiller à l'unité du pays, d'éveiller à la prospérité des Camerounais et des Camerounais et de préserver le territoire national, veiller à la libre circulation. Et qui demande aussi la déclaration des biens. En toute sécurité. Qui demande aussi la déclaration des biens. Vous en parlez aujourd'hui comme si c'était un trophée. Vous n'avez pas voté cette Constitution-là. Vous, l'OSDF. N'en parlez donc pas. Vous êtes, je ne sais pas de quoi il parle. Non, c'est de ça qu'il s'agit. Si c'était un bon article, donc ça s'applique à ceux qui ont voté alors. Non, je veux dire que c'est une avancée, même si elle n'est pas appliquée, vous n'avez pas à vous en plaindre puisque vous n'avez rien voté. Donc, en tant que parti politique. Donc, je voudrais dire que l'avenir du Cameroun se joue donc dans le succès de ce grand dialogue. Il nous appartient à nous tous d'arrêter la surenchère, d'arrêter les tentatives de récupération, d'arrêter des préalables posés et d'aller au dialogue sur la base de ce que les populations du Nord-Ouest en attendent beaucoup. Pas seulement elles, mais également nous tous.
des autres régions. Parce que les autres régions ont des problèmes d'unité, des problèmes de sécurité, des problèmes de développement, etc. etc. Je voudrais également rappeler, ce n'est pas une occasion idoine de prendre le pouvoir. Non, il ne s'agit pas de ça. Et le RDPC n'a pas peur de perdre le pouvoir. J'ai entendu quelqu'un a dit que nous avons peur de perdre le pouvoir. Non, le partage. Non. J'ai parlé du partage. Il n'y a pas meilleur partage de pouvoir qu'à travers les élections, mon cher monsieur. Donc, aller aux élections et gagner. Les élections locales vont être convoquées. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Nous ne sommes pas à l'observation, à l'application nombriliste. Parce que c'est ça le problème. Vous venez à un débat comme celui-là avec des calculs nombrilistes. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de l'avenir du Cameroun, de l'intérêt général du Cameroun. Donc, l'avenir du Cameroun dépend donc de ce que chacun d'entre nous mettra dans le succès des assises qui s'ouvrent demain. Quand vous organisez ça, après vous, David Eboutou, sur ce dialogue qui est en train de s'annoncer, un dialogue distinct de celui mené par la Suisse avec certains groupes séparatistes. Et de l'autre côté, aux États-Unis, il y a Interim Government, un autre mouvement séparatiste qui est fidèle à Ayuk Tabé, qui a choisi un ancien sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines, l'ambassadeur Cohen, pour être le porte-parole dans une campagne de lobby auprès des Nations Unies. Alors quand on voit les mouvements séparatistes se structurer hors du Cameroun, estimant qu'ils ne sont pas d'accord avec la démarche du dialogue et que l'avenir du Cameroun, lui, il est en train de se jouer avec ce dialogue prévu dans quelques heures, comment garantir une participation effective de tous les acteurs qui sont partie prenante à cette crise anglophone, comment garantir l'avenir du Cameroun dans un tel contexte? Cela pose au-delà de tous les arguments émis ici, la problématique du timing même de ce dialogue national qui a quand même été vite entamé. Le 10 septembre dernier, le président de la République annonçait sa tenue et moins de 20 jours plus tard, ou alors 20 jours plus tard, on se retrouve dans ce dialogue-là. Sous d'autres cieux, ça prend des mois, voire des années avant qu'on en arrive à une telle initiative. Parce que, dites-vous très bien que si l'on avait mûri les à côté, les préalables, vous voyez, le mot revient, on n'en serait pas à spéculer justement sur l'avenir qui en sortirait de ce dialogue national. Ce que je veux dire pour sortir, c'est que notre pays vit quand même depuis 3 ans un véritable drame. Un drame politique aux conséquences économiques terribles. La CDC est partie en fumée, la Sonara a pris feu, etc. Vous imaginez le nombre d'emplois, le nombre de familles corrélées à ces emplois-là qui sont aujourd'hui dans le désarroi. Une crise culturelle, parce qu'également il s'agit d'une partie de notre peuple, la partie anglophone. Une crise humanitaire. International Crisis Group nous rappelle quand même qu'on en est à 3000 morts depuis le début de cette crise. On nous parle d'1 million de déplacés. On nous parle quand même de 356 militaires et policiers assassinés. On nous parle de près de 600 000 familles qui vivraient dans les bourses aujourd'hui, qui sont parties de leur zone habituelle. Et il y a 3 jours, l'UNICEF nous rappelait qu'il y a 700 000 enfants qui sont déscolarisés dans la partie anglophone depuis 3 ans. 700 000, vous imaginez les conséquences. Moi, je ne peux pas imaginer mon enfant à moi être à la maison en moins 1 mois seulement, après 1 mois simplement d'un début d'une année scolaire. Je ne peux pas imaginer 1 mois après. Mais on vous dit que de ce côté-là, 700 000 enfants sont déscolarisés. Ça fait frémir. Et donc, ce qui commence demain est un enjeu principal, est un enjeu majeur où on devra s'arrêter. C'est pour cela que tout à l'heure, en écoutant mon cher aîné Edmond Kamgia, parlant de quelques noms qu'on retrouve dans les commissions, j'ai failli lui dire, j'ai envie de voir les noms des désignés dans cette commission-là, parce que c'est très important. Ceux qui devront bagarrer ou alors discuter de l'avenir de notre pays. Nous sommes dans un pays où on connaît chacun les états de service des uns et des autres. On sait que tel a fait quoi, tel fait ceci, etc. Je sais c'est Edmond Kamgia, je connais les états de service de M. Menyanga, etc. Et donc, faudrait pas qu'on me montre des listes et des gens qui devront parler de mon avenir, dont je connais un peu leurs états de service. Pour la plupart des prévaricateurs, des gens qui ont dénié, même c'est le problème anglophone, des gens qui nous ont insultés, qui nous parlent de façon ostentatoire tous les jours à la télévision. Il faudrait pas que je retrouve des tels noms, sinon j'irai avec des idées arrêtées. C'est pour cela que nous irons à ce dialogue national. J'irai, dès demain, j'irai à ce dialogue national et je suivrai de pays fin, minute après minute, tout ce qui se fera et je rendrai compte dans tous les canaux. Je suis dans le groupe Equinox, je devrais publier un certain nombre de choses qui ont été dites. Je veillerai à mon niveau et j'invite tous les Camerounais à voir dans quelle mesure influer ce qui a été arrêté de manière à ce que vendredi, au sortir là, qu'on ait des résolutions qui puissent au moins aller dans le sens
de créer une désescalade sur ce qui se vit dans la partie anglophone. Parce qu'au-delà de tout, quand même, il s'agit quand même de l'avenir de notre seul et unique patrimoine commun, le Cameroun. Edmond Kamgia, l'avenir du Cameroun mis en jeu dans le cadre de ce grand dialogue national après 3 ans de crise anglophone. Ces 2 régions ont été déclarées des zones économiquement sinistrées avec celle de l'extrême nord. Il y a ces situations humanitaires désastreuses, une situation économique intenable pour le pays. Dans ce contexte-là, comment garantir cet avenir? Comment rassurer les Camerounais qu'au sortir des travaux, que durant cette semaine du dialogue national, des questions pertinentes y seront posées et que le pays pourra en sortir grandi? C'est une question majeure. Elle interpelle tous les Camerounais, mais particulièrement ceux qui vont participer aux travaux, notamment ceux qui seront dans les commissions, les différentes commissions, ceux qui prendront les décisions finales, les résolutions finales dans ces travaux. C'est un appel à leur conscience nationale, à leur conscience patriotique, à leur conscience tout court. Parce que l'avenir du pays est en jeu. Parce que l'enjeu final, c'est la paix dans les cœurs et dans les esprits. Nous voulons retrouver cette paix-là. Parce que lorsqu'une seule partie du pays est malade, c'est tout le pays qui est malade. Nous sommes dans une situation où il y a 2 régions qui, depuis 3 ans, est en guerre, de fait. 3 régions où les enfants ne vont pas à l'école de façon régulière, comme dans d'autres régions du pays. Il s'agit de 3 régions qui ont été décrétées zones sinistrées. Et ça a un sens, zones sinistrées, socialement et économiquement davantage. Rien ne marche là-bas sur le plan économique. Les sociétés ont pratiquement toutes fermé. Tous ceux qui y travaillaient, des milliers d'emplois perdus. Donc, et tout cela interpelle ceux qui auront, n'est-ce pas, cette chance d'avoir le billet d'invitation qui leur permet de dire oui ou non à une décision concernant non seulement la crise anglophone, mais tous les autres problèmes qui sont rattachés à la crise anglophone. C'est un tournant décisif de l'histoire. Et la responsabilité du président de la République, en quelques mots, dans ce grand dialogue national, quelle est la responsabilité du chef de l'État? La responsabilité du chef de l'État est immense. Parce que c'est lui. Les factures de dépenses de santé explosent. Les transferts d'argent ne sont plus efficaces pour soigner nos proches. Oui, mais que faire? Doit-on faire appel à la banque? À nos ancêtres? Mais c'est à vous que je le demande. Je suis la descendante d'Imhotep, grand médecin de l'Égypte ancienne. Mes ancêtres m'envoient vous dire ceci. Diaspora Santé est la solution à vos problèmes.